Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Ravi d'être en votre compagnie. Bonjour tout le monde. Bonjour ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors vous qui habitez dans le nord de l'Île-de-France, vous n'avez pas trop les pieds dans l'eau, ça va? Ouais, ça va. C'est moyen. Ouais, c'est moyen, mais ouais. par rapport au nord. Ah ouais, et au Pas-de-Calais. Et au Pas-de-Calais, finalement. C'est une région que j'aime beaucoup, parce que j'y ai commencé ma carrière de radio en 2000. J'ai de grands amis qui habitent là-bas. Toutes les régions dont l'ami nous parlait sur l'info, avec Saint-Paul-de-Ternoise, etc. Je connais, et je voudrais juste envoyer un énorme, enfin de la part de toute l'équipe de Sud Radio, Sud Radio envoie un énorme câlin de tendresse, de chaleur au nord. Voilà. Alors il y en a qui vont dire tiens, France. Sud Radio, mais c'est pour le sud de la France. Alors, je le dis assez souvent, c'est tout ce qui est au sud de la Belgique. Voilà. Sud Radio s'adresse à tous ceux qui sont au sud de la Belgique. Et on a même des amis belges qui nous écoutent. Il y en a même qui nous écoutent de plus loin. Vous verrez, on a des auditeurs qui nous écoutent d'Angleterre. Oh, c'est bon ça. Alors attention, émission spéciale jusqu'à 13h parce qu'il y a un événement. Alors déjà, qui se on passe. est en direct quand même. Oui, on va le déjà, préciser parce qu'il n'y a pas grand monde en direct le week-end, surtout à 11 novembre. C'est ça. Déjà, nous sommes en direct. Et en plus, on va parler de voitures d'époque, et ça tombe bien puisque j'ai un animateur d'époque aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais ça va être une spéciale de votre passion. C'est du 11 novembre, donc on a des anciens combattants et ce sera un rendez-vous d'anciens combattants avec nous jusqu'à 13h. Non, mais si vous avez des questions à poser, que vous n'êtes pas ancien combattant, vous êtes bienvenus quand même. Allez, on va parler évidemment de Époque Auto. Grand rendez-vous. Époque Auto, salon qui a ouvert ses portes hier à Lyon. Deuxième grand rendez-vous de la voiture ancienne. Avec Rétromobile. Je vous donne pas le menu, on verra ça tout à l'heure en fin d'émission. Donc vous restez avec nous toute l'émission, mais rassurez-vous, on va parler voiture ancienne bien avant. On commencera par en parler dans le rendez-vous sécurité, puisque savez-vous que plus de 25% des voitures de collection qui sont vendues, font l'objet d'une fraude. Alors on verra quel type de fraude et comment s'en prémunir. Ça, c'est la première chose. On parlera rétrofit. Alors je sais que ça donne des boutons à certains, mais la R5 électrique a été homologuée cette semaine. Alors à qui ça s'adresse? Et puis vous verrez que au-delà du rétrofit, donc transformer une voiture thermique en voiture électrique, une voiture ancienne en l'occurrence là, il y a d'autres petits aménagements qui arrivent avec l'électrification de ces modèles et qui là pour le coup peuvent être montés sur des véhicules thermiques, en particulier un compteur de vitesse de voiture ancienne. On sait à plus ou moins 30 km/h près à quelle vitesse on est, là on peut avoir plus de précision. Alors évidemment on parlera aussi de ces voitures anciennes mais qui se modernisent totalement, parce que ça y est, la fameuse R5 électrique est homologuée. C'est ce que je viens de dire. Elle est très très belle. Oui, mais pardon, effectivement c'est ce que vous venez de dire, mais c'est pas ça que je voulais dire simplement, puisque on est un peu perturbé ce matin. J'avoue que on a commencé depuis qu'on est arrivé à se raconter beaucoup d'humour et beaucoup de bêtises, et on rigole beaucoup. Non, je voulais aussi parler de la BM, puisque ce sera l'essai de la semaine. Ça, vous n'en avez pas parlé encore. Non, j'en ai pas parlé. Modernité, époque avec R5 et modernité avec la nouvelle BM. Nouvelle série 5 BMW en version électrique. La BMW série 5 qui est la BMW la plus vendue au monde. Là, c'est la 8e génération. Ouais. Alors, est-ce que le passage à l'électrique a dénaturé cette série 5? Est-ce que le passage à l'électrique est à la hauteur de certains concurrents comme Tesla par exemple? Ça sera le mystère jusqu'au moment de l'essai. Voilà, on parle de beaucoup de choses avec vous au 0826 300 300 également, puisque vous allez être essentiellement invité à venir nous poser vos questions, rebondir sur ce qui va se dire dans cette émission. Une dernière précision, Monsieur Moreau, je sens que vous avez encore envie de dire quelque chose. Parce qu'on parlera certainement du plus grand monsieur de l'histoire de la course automobile. Fangio. Voilà, Fangio. Alors même les plus jeunes connaissent ce nom, on demandera à notre réalisateur pendant la pub pour pas trop vous ennuyer, mais c'est quand même forcément un nom qu'il a entendu. Fais pas le Fangio sur la route, avec un livre très intéressant de Sylvain Resser, qui est journaliste au Figaro et auteur, sur la vie de Fangio. Fangio, que moi j'ai rencontré au début de ma carrière. Donc je pourrais vous en parler. C'est un monsieur que j'ai vu. Oui, quand je vous ai dit qu'on avait des animateurs d'époque. Allez, vous l'avez compris. C'est une émission qui va parler de passion, de collection, de voitures, de bagnoles, de routes. C'est vrai. De bagnoles. Non mais oui, mais parce que c'est aussi ça, de pneus et de vous. Allez, on vous attend tout de suite au 0826 300 300 et on a Jordan qui vous accueille au standard de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Plus de 25% de fraude à la vente de véhicules de collection. Que faut-il savoir avant d'acheter ce type de véhicule si vous avez envie demain d'acheter un véhicule? Alors, je voudrais juste donner un petit message à tous ceux qui aiment les voitures de collection comme moi et qui n'ont pas spécialement comme moi les moyens d'en avoir ou d'en acheter. Restez avec nous parce que c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine. C'est toujours super joli de parler de tout ça. Non, mais pas les moyens d'en acheter, Laurence. Il y a des voitures de collection qui sont à des prix, à des tout petits prix. Non, mais on peut vous très savez, bien se faire plaisir. Oui, mais il y a des priorités. Une 4L à 3-4 000 euros, bon voilà, oui. c'est assez accessible. Et à rouler, c'est très sympathique. Mais je suis d'accord avec vous, sauf que des fois, pour beaucoup, il y a des priorités financières. Oui, on est d'accord. Voilà, c'est juste que quand on dit pas les moyens, c'est comme ça, c'est qu'on fait des choix. Mais alors, il faut considérer ça aussi, une voiture ancienne, comme un placement. Si vous l'entretenez correctement, vous allez dépenser quelques milliers d'euros dans un véhicule et peut-être que dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand vous la revendrez, vous aurez gagné de l'argent. Plus que ce que vous rapporte votre compte à la banque. Parce que les placements à la banque, c'est pas difficile de faire mieux. C'est clair. Mais après, et là, c'est du plaisir en plus. Voilà. Enfin, c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est qu'à tous les auditeurs qui ne sont pas spécialement branchés voitures de collection, restez avec nous. On va pas parler que de ça, mais non, on va pas parler que de ça. On va parler passion. Des questions qui n'ont rien à voir avec ça. On accueille Moundir Guénou, qui est directeur France de Car Vertical. Bonjour Moundir. Bonjour Moundir. Bonjour. Alors un mot sur Car Vertical déjà. On en a déjà parlé la semaine dernière. Il y en a qui n'étaient pas là. Mais alors, je vous explique pourquoi on l'a 2 fois de suite. Parce que ça fait des années que je dis tiens, on va faire des sujets avec Car Vertical. Il y avait pas de porte-parole qui s'exprimait en français. Donc c'est un petit peu compliqué à la radio d'avoir une traduction simultanée. Enfin, Moundir est arrivé, il parle français, donc c'est parfait. Et comme il y avait plein de sujets qui étaient très intéressants, on se retrouve 2 fois de suite avec Moundir. Donc alors, vite fait, là, Moundir, qui n'était pas là samedi dernier. Loupé l'épisode précédent. Voilà, et en plus j'ai une particularité puisque j'ai fait effectivement à l'époque, j'ai fait du véhicule historique de compétition, ce qu'on appelle du VHC. Ah oui. Avec des véhicules anciens, c'était un peu plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Car Vertical, vite fait. Alors là, en plus, on est en plein dans votre sujet, j'allais dire. Voilà, Car Vertical, donc c'est on l'a sur internet aussi. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée sur le recueil d'informations sur l'historique des véhicules. Donc en fait, on génère des rapports à partir de différentes données qu'on a et qu'on agrège, ce qui permet aux futurs acheteurs ou aux possesseurs de véhicules d'avoir l'historique de leur véhicule, soit pour mieux le valoriser au moment où ils veulent le vendre, soit simplement pour dire, pour se rassurer, de se dire, quand j'ai mon véhicule, et soit je veux le vendre ou bien je veux acheter un véhicule, j'ai une traçabilité, j'ai pas mal d'informations qui émanent de différentes sources à l'international. D'accord. Alors bon, là, on est, comme je disais, on est vraiment dans votre cœur de métier. Vous passez à la moulinette toutes les informations sur les voitures et vous vous êtes rendu compte que, attendez, le chiffre, moi, m'a surpris, 25,3% des voitures antérieures à 1993, donc qui peuvent prétendre à une carte grise de collection, puisque c'est plus de 30 ans, contrôlées par Car Vertical, présentaient une fraude au compteur. 25,3%, mais c'est juste gigantesque. Un quart. Oui, c'est énorme, effectivement, mais on ne faut pas non plus oublier que les véhicules antérieurs à 1981 n'avaient pas forcément le numéro de série, le numéro de châssis qui était enregistré, donc il y a moins de traçabilité sur ces véhicules encore plus antérieure à cette date-là. Néanmoins, c'est quelque chose effectivement qui est une valeur qui est très importante, puisque sur certains véhicules, bien sûr, qui sont très anciens, vous avez une valeur qui est importante forcément, comme vous l'avez dit au début, c'est un investissement. Donc c'est un bien qui prend de la valeur avec le temps, qui se bonifie, et donc certains sans scrupules modifient certaines choses. Oui, alors moi je vais tempérer parce que sur un véhicule ancien, on juge pas tant l'année ou le kilométrage, on juge plus l'état. C'est ça qui donne la valeur du véhicule. Et en plus, sur une voiture très ancienne, un compteur, ça dure malheureusement pas toute une vie. Moi, j'en ai pas mal de véhicules de collection et sur certaines, j'ai été obligé de changer le compteur qui marchait plus. Donc, normalement, la réglementation dit quand vous changez un compteur pour remplacer par un compteur neuf, vous devez remettre le kilométrage tel qu'il existait avant. Tout le monde ne sait pas le faire. C'est pas possible sur tous les compteurs. Il y a des compteurs qui sont entre guillemets infalsifiables où c'est difficile. Et puis, si vous le faites à la perceuse, vous en avez pour une semaine. Si le truc est comme les compteurs Peugeot où il y a vous êtes à 250 000 kilomètres, bon, vous allez passer une semaine à remettre le compteur. Donc ça pourrait expliquer une partie de la fraude. Mais sinon, dans le top 5 des véhicules d'avant 93 que vous avez fait, c'est quoi les marques où il y a le plus de fraude au compteur ? Alors, sur le top 5 qu'on a fait, qui est au niveau de l'ensemble de l'Europe, puisque c'est plus compliqué de mesurer par pays, ce qu'on a constaté, bien sûr, c'est que Ferrari arrive vraiment en tête sur ces véhicules anciens. Et puis après, vous avez Honda,
Ford, puis BMW bien sûr, et Mercedes. Alors Jean-Luc, il a souri là, il a souri fort. Pourquoi vous souriez comme ça, Jean-Luc? Parce que quand vous regardez les annonces de vente de Ferrari, on a rarement qui dépassent 30 000 km, même si elles ont 40 ou 50 ans. Donc on se doute que quelque part, il y a une escroquerie qui est cachée derrière. Pourquoi? Parce que l'entretien sur les Ferrari est très cher, et donc plus la voiture va être kilométrée, plus on risque d'avoir des frais importants. Et la limite psychologique pour l'acheteur d'une Ferrari ancienne, c'est 30 000 km. Donc comme par hasard, et beaucoup de sociétés d'ailleurs spécialisées dans la vente de voitures anciennes vous vendent des Ferrari qui ont entre 30 et 40 000 km, comme par hasard. Et alors juste concrètement, là, si jamais j'achète une Ferrari et que je me rends compte 2 mois après qu'elle a été trafiquée, je peux me si vous vous rendez compte que le kilométrage est faux, mais en général, quand on vend une voiture qui a plus de 30 ans, le kilométrage n'est pas certifié. D'accord. Voilà. Okay. Donc de toute façon, je ne peux pas me retourner en fait. Ouais, mais si le kilométrage est certifié et que vous vous rendez compte qu'il a été trafiqué, vous pouvez faire ce qu'on appelle une résolution de la vente. On demandera, à Rémi Jossaume bientôt dans une émission de nous parler de ça, de savoir quand on a l'acheteur a sciemment menti pour vous vendre un véhicule, qu'est-ce que vous pouvez faire derrière. Alors donc on a eu ce qui est assimilé à de la tromperie. Enfin, oui, c'est de la tromperie. C'est assimilé à de la tromperie puisque dans ce cas vous donnez une mauvaise information, donc une mauvaise information qui fait que l'acheteur n'aurait pas décidé en tant que tel d'acheter ce véhicule-là s'il savait que il y avait tel kilométrage plutôt que tel kilométrage. Donc assimilé à de la tromperie, donc c'est un dol. D'accord. Sinon, les autres fraudes, c'est quoi les plus courantes? Alors les autres fraudes, bien sûr, on a pas mal de choses quand on veut acheter un véhicule sur lequel il faut regarder, comme vous disiez tout à l'heure, un prix qui est anormalement inférieur par rapport aux autres véhicules identiques. On doit pouvoir se dire que il y a peut-être quelque chose à vérifier sur le véhicule parce que ça n'est pas normal. Donc ça c'est un élément qui est forcément qui doit faire automatiquement tilt. Ce qui arrive souvent aussi pour des véhicules assez anciens, je dirais, c'est les fausses publicités. Donc, c'est-à-dire que on constate par exemple que qu'il y a un problème. L'acheteur est contacté. L'acheteur est contacté. Le vendeur dit que le véhicule, par exemple, comme il est exceptionnel, il se trouve dans un autre pays. Et puis, évidemment, pour pouvoir débloquer ou bien pour pouvoir bloquer le véhicule, c'est les arnaques. On vous demande ou de le réserver ou de payer le transport ou des choses comme ça. Ouais. Ce qui se fait plus couramment sur un véhicule ancien que sur un véhicule récent, parce que sur un véhicule récent, on peut se dire pourquoi je vais donner une caution. Alors sur un véhicule ancien, on peut se dire que c'est une recherche souvent à l'international, en Italie, en Allemagne ou ailleurs. Et donc la personne dit je l'ai trouvé, mais il faut le bloquer. Donc pour le bloquer, il faut que vous me versiez tant. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà plus courant et les gens ont tendance à plus accepter quand c'est un véhicule assez unique. D'accord. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut faire très attention. Si je devais investir, pour terminer, aujourd'hui dans un véhicule de collection, vous conseilleriez quoi chez Car Vertical? Alors dans pas le forcément top des véhicules, pas forcément un modèle précis, mais plutôt des gammes ou des choses comme ça. On a vraiment des véhicules anciens. Vous voulez dire, pas forcément au niveau des marques, bien sûr. Alors, non, au niveau pas des forcément marques, au niveau des marques, mais c'est quoi j'achète pas un diesel qui a 30 ans, par exemple. J'investis dans un cabriolet, j'investis, je sais pas. Oui, vous avez beaucoup les coupés qui fonctionnent assez bien. Vous avez certains breaks aussi Mercedes qui sont très intéressants. Mais dans les tops en général qui ressortent, on a souvent les coupés qui ressortent souvent dans le top 5 des véhicules de collection qui sont les plus intéressants à investir. Ouais. Bon, on va dire que de toute façon, à partir du moment où on se fait plaisir, c'est forcément un bon investissement. Voilà. Après, c'est bien d'être accompagné. C'est des prix abordables. Oui, puis c'est bien quand même d'être accompagné quand on achète pour la première fois, surtout. Faut bien sûr, hésiter à se faire accompagner par quelqu'un. Alors là, j'entends déjà ceux qui vont me dire ouais, mais faut nous donner un exemple. Je vous donne un exemple. On peut acheter une petite Mazda MX-5, qui est une voiture formidable. Il y a plein de générations différentes, donc il y en a à tous les prix et même les premiers modèles, c'est hyper fiable. On peut investir presque les yeux fermés dans des voitures comme ça. Attention à la corrosion sur les premières, mais pour moins de 10 000 €, on peut s'acheter une voiture plaisir super géniale. Exactement. Ces modèles-là, c'est 5 à 10 000 €. Vous en avez aujourd'hui. Donc, il faut juste bien faire attention, bien sûr, en fonction de l'endroit où on achète. Merci beaucoup. Moundir Guénou, directeur France de Car Vertical, que vous retrouvez sur Internet, carvertical.com. Allez, à suivre après ce tour d'horizon des fraudes sur les voitures de collection. On va vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. C'est Jean-Michel qui va venir nous poser sa question. Et vous allez voir, il y a du lourd aussi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être avec nous à 11h20. On va dans quelques instants accueillir Jean-Michel au 0826 300 300. Mais j'aimerais, l'ami Jean-Luc, vous poser une question. Et pour vous qui nous rejoignez, si vous avez une 106, oui, une 106, eh bien, écoutez bien, c'est une question qui est arrivée sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux aussi à échanger entre vous et entre nous. C'est Inari qui dit bonjour, j'ai une petite 106 de 95, pas encore collection, qui a un petit peu de rouille entre le joint extérieur de et la carrosserie du pare-brise arrière. Est-ce que c'est grave? Que faire? Merci. Est-ce qu'elle est motarde? Non, c'est parce que la saucisse à la motarde, c'est pour ça. Ah non, mon Dieu. Mais c'est comme ça depuis ce matin, 10h. Comment voulez-vous que je reste concentré? Non, alors oui. Est-ce que c'est grave? Oui. Parce que c'est, en plus, c'est une maladie de cette voiture. Vraiment, ça rouille à cet endroit-là. Donc, si vous l'emmenez un carrossier, ça va vous coûter le prix de la voiture. Donc, le mieux, c'est de retrouver, pendant que ça existe encore, dans une casse, tout le haillon arrière de la voiture et de remplacer tout ça. Parce que sinon, non. Ah oui, c'est vraiment là. Oui. Mais c'est vraiment une maladie systémique de ce modèle-là. Ouais. Maladie. Donc si elle veut la garder, faut changer le haillon. Mais elle a une chance sur deux de tomber sur un haillon qui sera rouillé aussi. Oh mince. Il y a rien à faire. Mauvaise qualité des joints et donc ça rouille à cet endroit-là. Bon en tout cas vous avez votre réponse. Bonjour à Marc qui nous dit ravi de vous retrouver. Ça c'est notre pâtissier de Lyon. Il y a Stéphane qui est là aussi. Tout le monde est là, c'est cool. Alors on accueille tout de suite Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Écoutez, ça va bien, on est sur l'autoroute, on va à Époque Auto, puisqu'on a l'assemblée générale de l'amicale des clubs idéal DF, et demain on sera sur le stand à Époque Auto. Alors excusez-moi là, c'est quoi le club idéal DF? Eh bien, le club idéal DS, c'est un des plus grands clubs de DS de France, il compte un peu plus de 500 adhérents, il est en France, il est sur 10 régions, et donc il est regroupé au sein d'une amicale des clubs idéal DF. Et là, nous allons pour l'assemblée générale de l'amicale afin de réélire le président, le trésorier, le secrétaire de cette amicale. D'accord. Bon, alors on va parler des voitures. Et là, vous êtes sur l'autoroute en DS, j'espère. Ouais. Et alors, mon ami le trésorier qui est à côté de moi, puisque moi-même je suis président, m'a dit on va pas prendre la DS, ça consomme trop. Donc, on est dans un 2008. Ah, voilà. vous faites les petits joueurs, hein, si je peux me permettre. Mais combien de kilomètres je sais. Combien de kilomètres vous séparez? Nous, on part du sud, on a 330 kilomètres pour aller là. Oui, c'était jouable en DS, hein, quand même. Mais oui, je sais pas, il a pas voulu la prendre parce que... Il avait peur d'avoir froid. Non, même pas ça, c'est pour, je pense, présume pour les frais de carburant. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça joue, hein, maintenant. Rester raisonnable et rouler en diesel. Bon, Jean-Michel, on vous écoute parce que vous voulez nous parler aussi de la 2008. Voilà, mon fils en 2008, on avait le PureTech 130 chevaux. Oui. Et il a eu l'idée de monter le boîtier Biomotors. Oui. Et puis, depuis quelques temps, la voiture avait dératé. Je dis, mais il va voir quand même le gars qui peut la monter parce que c'est pas normal. Et entre-temps, fait exceptionnel, on lui vole la voiture. Alors là, évidemment, ça a rabattu les cartes. On s'est dit, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et aussi exceptionnel que ça puisse paraître, on la retrouve. Une semaine après, vitre cassée, bon, un tas de dégâts. Je me suis demandé pourquoi ils ont volé cette voiture, moi. Et elle part chez Peugeot. Donc, il leur reste 3 semaines, le temps qu'ils trouvent les pièces et tout. Ils ont remplacé le faisceau général. Alors, à quoi ça sert, j'en sais rien. Toujours est-il que chez Peugeot, on lui a dit, monsieur, c'est fortement déconseillé d'avoir un boîtier sur cette voiture. Nous avertissons, si elle est là. Bon, il reprend sa voiture, évidemment, elle a dératé, elle ne tient pas la ralentie. Et garage Peugeot lui dit, mais nous, on a les réglages de base dans le calculateur. Oui. On ne peut rien faire. Oui, donc, il reprend contact avec le garage qui a monté le boîtier, qui ne fait plus le montage du boîtier biomoteur. D'accord. Donc, il en trouve un autre, il va le voir, il lui règle la voiture, et là, il repart, elle broute toujours, et il y a le voyant moteur qui s'allume. Bon, alors donc il a ramené la voiture ce matin. Et maintenant, moi, entre-temps, j'ai dit, je vais appeler Jean-Luc parce que... Vous avez bien fait. Eh ben, vous avez bien fait. Alors, là, Dépanauto, bonjour. La voiture qui broute, ça vient d'un mauvais... Non, mais ça vient d'un mauvais paramétrage du boîtier. Hein. C'est lié au boîtier. Hein. Donc, il va falloir réinitialiser le boîtier, recharger le dernier programme. Parce qu'en plus, Biomotors, alors, sur le moteur PureTech, c'est vraiment... comment on pourrait dire, monté en exergue, parce que c'est un moteur d'abord, lui, qui a profité de plein de mises à jour
qui vous ont pas forcément été annoncés à chaque fois que la voiture passait chez le concessionnaire. Donc ça oblige à chaque fois à refaire les mêmes réglages, à remodifier les réglages sur les boîtiers quand il y a des boîtiers éthanol. Et il y a eu, je sais pas combien, il y a eu de mise à jour chez Peugeot. Enfin, je vous dis Peugeot. On parle de Stellantis là sur le PureTech, mais il y en a eu une flopée. Donc là, ils vous ont remis un faisceau, ils vous ont certainement remis la dernière version de logiciel pour la gestion du moteur dedans. Le boîtier, il n'a pas été paramétré pour ça. Ça marche pas bien, c'est normal. Maintenant, après, c'est l'installateur. Le vrai souci, moi, j'en ai parlé encore cette semaine avec le patron de Biomotors. Il me dit, on a un vrai souci. Alors, je sais que là, il va râler parce qu'il me dit, tous ceux qui écoutent, ils vont pas être contents. Mais ils ont un vrai souci. Mais on parle vrai sur Sud Radio. Ouais, ils ont un vrai souci de compétence avec les gens qui installent les boîtiers. C'est tout. Ils font pas correctement le travail et il y a dans plein de cas, ça marche mal parce que le travail initial n'a pas été bien fait. Donc là, dans votre cas, c'est effectivement un réglage de boîtier qui est nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, j'ai vos coordonnées de toute façon, c'est que je vais faire comme je l'ai fait pour certains auditeurs. Il y en a, j'ai depuis 3 mois au téléphone. Moi, ça y est, les problèmes commencent à être résolus. C'est que je vais contacter Biomotors. Je vais vous trouver un installateur près de chez vous qui travaille bien, qui est compétent. Alors Jean-Luc, attendez, excusez-moi de vous couper, mais la voiture a été déposée ce matin chez un autre installateur, qui est pas très près de chez mon fils, qui est à 45 minutes de route, mais qui apparemment a dit qu'il... Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vous nous tenez au courant, en fait. Jean-Michel, tenez-moi au courant. Dites-moi quand vous aurez récupéré la voiture si ça marche, et si ça marche pas, moi de mon côté, je m'occupe de vous trouver quelqu'un qui pourra la faire marcher. Mais si ça a bien marché, du coup, voilà. Si ça a bien marché, on n'aura pas besoin de... Ok, super. Et puis bon salon Époque Auto, et vous allez croiser un François A de Paris qui lui aussi roule en DS. Donc s'il fait pas partie du club, vous lui dites qu'il peut cotiser. Voilà, et vous l'embrasserez pour nous. Voilà. De la part de Jean-Luc qui peut payer et de ma part, vous lui faites un bisou. Voilà. On vous embrasse, Jean-Michel. Et comment se prénomme votre trésorier qui est à côté de vous aujourd'hui ? Raymond. Raymond. On fait la bise à Raymond aussi. Sur les DS. Allez, on embrasse Raymond aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Allez, dans quelques instants après ce joli moment de partage, on va parler de la BMW. Je n'en dis pas plus. i5 e-drive 40. Heureusement que j'ai commencé à dire, j'en dis pas plus, quoi. Hein. Il est pire qu'une femme, ce garçon. Il n'arrête pas de parler. Non, je rigole. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ami Jean-Luc a craqué littéralement sur cette voiture. Fallait pas le dire. Chut. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant, d'ailleurs sur la page YouTube de Sud Radio, vous êtes plus de 850 000 à nous écouter, mais également sur la page Facebook, puisque l'ami Bastien va mettre quelques images tournées par notre ami Jean-Luc, d'une voiture, nous l'avons dit, qui vous a littéralement fait craquer, Jean-Luc Moreau. Exactement, la BMW i5 e-drive 40, c'est pas le nom qui m'a fait craquer. 8e génération de la série 5, c'est la BMW la plus vendue dans le monde, la série 5. Alors, elle est disponible cette fois en essence, en diesel, en hybride rechargeable et en 100% électrique. Et le modèle que j'ai essayé, c'est 100% électrique. C'est le modèle de base, entre guillemets, e-drive 40. C'est une grosse voiture, 5,06 m de long. Elle est 19 cm plus longue que l'ancienne série 5. En fait, cette voiture, je la trouvais pas belle en photo et elle est beaucoup plus belle en vrai. C'est un paquebot, mais avec un coffre qui est pas immense. Il fait 490 litres. Il est profond, mais avec une faible hauteur. Il y a quand même un logement en dessous pour mettre les câbles, puisque c'est une voiture électrique. Les places arrière sont en revanche très vastes, une impression d'espace qui est augmentée sur notre modèle d'essai par le toit panoramique vitré, qui est une option. D'ailleurs, les options, il y en a beaucoup. La qualité de fabrication, elle est simplement excellente. La présentation reprend le principe d'une immense dalle légèrement tournée vers le conducteur. Elle comprend, alors, il y a 2 grands écrans. Un premier de 14,9 pouces pour le multimédia et ensuite un deuxième qui est tactile. Alors non, le premier, il est tactile. Il peut se commander aussi avec une petite molette. Pour ceux qui ont la vidéo, on la voit. Est-ce qu'elle est en cristal? J'en sais rien, mais c'est joli. Et puis face au conducteur, on a un deuxième écran qui est paramétrable pour les informations de conduite. Je suis pas fan du design proposé. L'ergonomie, elle est bien pensée, avec par exemple une touche de raccourci sur la console centrale pour désactiver. Alors je mets avec des parenthèses, l'aide à la conduite, les aides à la conduite, comme l'avertissement de franchissement de ligne, l'avertissement de dépassement de vitesse, c'est des trucs qu'on a envie de massacrer dès qu'on monte dans la voiture. On est bien assis, j'avais ici une option tout cuir
ou presque, et puis sous le capot, quand on soulève, il n'y a rien à voir. Il y a un gros cache plastique. Ouais. Sur cette version, il y a un moteur électrique. Alors, synchrone bobiné, ça a une importance, parce que ça permet de baisser la consommation électrique quand on roule à grande vitesse. Il est placé sur les roues arrière, 340 chevaux, 400 Nm de couple, une grosse batterie de 81,2 kWh utile. On est bien parti. L'image BMW, vous le savez, Laurent, c'est le plaisir de conduite. Eh bien, alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais l'électrique, on perd le... Eh ben non, parce que le plaisir, il est supérieur à celui des modèles thermiques. Un grand silence, un confort, mais remarquable. Alors ici, la voiture, elle est dotée d'une suspension pilotée en option. Ça vaut 2500 €, mais en plus, vous avez les 4 roues directrices et c'est réellement indispensable. 0 à 100 en 6 secondes, mais le plus impressionnant, c'est que cette voiture, alors elle fait 2 tonnes 2 parce qu'elle a une grosse batterie, se conduit comme une petite GTI. Dans les virages, ça tourne, ça roule. C'est direction super précise, changement d'appui sans roulis, une adhérence sans faille, même sur le mouillé. Pour les nostalgiques du vroom vroom, en plus, il y a ce qu'on appelle les Iconic Sound chez BMW. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a comme un son de moteur. Bon, ça fait un peu soucoupe volante, mais ceux qui ont envie de bruit pourront en avoir quand même. En plus du son, on peut activer le mode sport. La suspension, elle est très raffermie en mode sport, le caractère moteur exacerbé. Bref, on peut prendre vraiment du plaisir comme avec un modèle thermique. Il y a un système de récupération d'énergie automatique, on peut le paramétrer selon 4 niveaux. Et puis, moi j'avais sur mon véhicule, on le voit sur les images, de la conduite semi-autonome de niveau 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lâcher le volant et la voiture conduit tout de suite, toute seule, sans tenir le volant. D'habitude, il faut tenir le volant. Et là, ça marchait très bien. Quand je suis arrivé le soir, j'ai dit à BMW, je dis ça marche bien votre... Ils m'ont dit c'est pas possible, ça n'est pas installé sur les voitures. La mienne l'avait. Alors, l'explication, c'est que elle avait les paramétrages allemands, la voiture que j'avais, et en Allemagne c'est autorisé, c'est pas autorisé en France. Mais donc on l'aura bientôt. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez vraiment lâché le volant, quoi? Pendant 20 minutes, j'ai conduit sans tenir le volant. C'est ouf. Voilà. Donc ça doit faire bizarre. Ouais. Alors à 130 km/h, j'ai consommé 18,2 kW au 100 km, donc c'est très bien. Grâce à l'aérodynamique, parce qu'elle est très aérodynamique, cette voiture a un CX de 0,23, c'est bien. Grâce au moteur aussi, je vous ai dit tout à l'heure, il a une particularité, c'est un moteur synchrone bobiné qu'on peut commander, qu'on peut piloter quand il est à haut régime pour diminuer le courant dans le rotor. Bon, c'est très technique, mais ça permet de consommer moins. La consommation moyenne sur l'essai, 17,9 kWh 100 km. On n'oublie pas que c'est une voiture de 2 tonnes 2 qui fait 340 chevaux. C'est vraiment bien. Alors, on fait pas 500 km comme promis par BMW, mais on fait réellement 400 km avec de l'autoroute. J'ai pas fait que de l'autoroute, j'ai pas fait 400 km sur l'autoroute, j'ai fait 400 km avec de l'autoroute. La recharge en courant alternatif, moi j'avais l'option 22 kW, mais normalement de série c'est 11 kW. On peut monter à 205 kW maxi. Je vais même vous dire qu'on monte plus que ça, puisque j'ai essayé un deuxième modèle de i5 encore plus puissant, et ça vous l'aurez dans 3 semaines en essai. Et là, j'ai fait vraiment sur une borne Ionity un test de recharge. On récupère pas loin de 200 km en 10 minutes. Donc on va dire que c'est quand même pas mal. Bon, après vous allez me dire tout ça. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vachement confortable, c'est une voiture, j'ai adoré cette voiture. Évidemment, c'est une belle. Le prix s'oublie, la qualité reste. 76 200 €, ça sera pas la voiture de tout le monde, mais à ce tarif-là, il y a une certaine Tesla S qui a du souci à se faire. Parce que si elle est plus puissante, si elle offre une autonomie peut-être encore un petit peu supérieure, la BM est beaucoup plus confortable, elle est beaucoup mieux finie, donc on peut hésiter entre les deux. D'accord. Voilà, pour ceux qui peuvent mettre ce budget dans une voiture. Non mais il n'y a pas de débat. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas de débat, on va pas non plus à chaque fois dire on n'a pas de sous. Enfin, voilà, il y en a qui peuvent, d'autres qui peuvent pas. Ben, en tout cas, bravo pour. Et puis vous avez adoré surtout. D'occasion, dans quelques années, on pourra se les payer. Non, puis vous l'avez adoré. Ah, j'ai adoré, ouais. Vous êtes rentré de l'essai, je me rappelle, vous étiez comme un enfant. Oui, et peut-être parce que c'était dans les vignes, dans le Bordelais aussi. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr.
Et puis évidemment, vous retrouvez l'essai complet, filmé en détail sur la page YouTube de Sud Radio. Je voulais juste d'ailleurs, puisqu'on est aussi sur la page Facebook et que certains qui sont avec nous sur Facebook ont pu voir une partie de votre essai, on a beaucoup de questions aujourd'hui qui arrivent sur les arnaques. Il y en a plein, il y a Dalila qui nous dit plein de choses aussi. Est-ce qu'on pourrait pas faire bientôt une émission arnaque? Oui, bon, on va essayer la semaine prochaine. Ouais. Si Maître Rémi nous écoute, il est convoqué la semaine prochaine. Voilà. On va faire un truc sur la vente des voitures. Toutes les arnaques qu'il y a eu. Toutes les arnaques qu'on peut découvrir après la vente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Alors Dalila qui nous a mis, je veux pas vous lire son message, mais vraiment quelque chose sur Facebook d'important pour sa Mercedes. Eh ben, la semaine prochaine, on va prendre votre cas. Écrivez-nous un mail, jeparticipe@sudradio.fr, jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto. Spécial arnaque, comme ça on va soumettre vos sujets à notre avocat la semaine prochaine. C'est bien comme ça, non? Si vous avez des voitures à vendre, profitez-en, c'est une spéciale arnaque. Allez, on continue notre rendez-vous, ça c'est pas une arnaque. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Je suis fan, je l'ai vue, j'ai juste envie de la conduire, je l'ai pas encore essayé. On va parler de la R5 électrique qui est homologuée depuis cette semaine. Bonjour Stéphane Wimez. Oui, bonjour. Ouais, Vimez, on va dire. Allez, mais il y a des wagons, il y a du W. Il est d'ailleurs en direct de Époque Auto, c'est bien ça Stéphane? Directeur général de Airfit et du Méhari Club de Cassis. Exactement. Écoutez, oui, je me suis un peu isolé parce qu'il y a beaucoup de monde ici à Lyon. Déjà? Ah ouais. Ah, c'est la capitale de l'auto maintenant, Lyon, hein? Alors, mais Lyon, c'est extraordinaire. C'est d'année en année ce salon qui est organisé par une association, hein, donc des bénévoles. Il grandit chaque année. C'est extrêmement varié. C'est un salon très agréable à visiter et on voit que la passion automobile est toujours intacte parce qu'il y a énormément de monde. D'accord. Alors Stéphane, cette semaine, parce qu'on avait déjà parlé avec vous de la 2 chevaux électrifiée, de la Méhari électrifiée, cette semaine, la R5 a été homologuée. Ouais, tout à fait. Bah après, ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille avec Renault. On a homologué la 4L l'année dernière. Donc on avance doucement sur le patrimoine de Renault. Et ouais, c'est une très belle nouvelle. C'est une voiture qu'on avait fait pour les 50 ans de la R5, qui avait été utilisée notamment lors de Roland Garros. Et donc les gens de Renault étaient tellement contents qu'ils nous ont demandé d'homologuer le kit et de pouvoir le proposer à leur clientèle. Bon, alors pour ceux qui ont loupé tous les épisodes d'avant de On parle auto, Rétrofit, on prend une voiture. Alors là, pour éviter quand même d'avoir des collectionneurs qui tirent à boulet rouge, on modifie des voitures de grande série. On va pas modifier des voitures uniques pour remplacer le moteur thermique par un moteur électrique. Ouais, exactement. En fait, j'ai un discours super rodé parce qu'évidemment, vous imaginez, j'ai souvent la remarque. En fait, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'on veut pas opposer les deux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous, on continue à entretenir des voitures anciennes avec très grand plaisir. Par contre, on a une génération qui arrive, qui a un rapport différent à l'automobile, et on voudrait qu'elle continue à rouler dans nos anciennes, et ça passe par une offre d'électrification, de conversion électrique. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on se focalise sur des véhicules certes iconiques, mais qui ont encore un parc roulant très important. D'abord pour amortir les coûts d'investissement liés à cette conversion, hein, c'est déjà une réalité économique, mais aussi effectivement pour pas avoir le reproche de faire disparaître une auto déjà très rare. Donc on se focalise sur des véhicules très répandus. Oui, et puis on va pas se leurrer. Demain, toutes les R5 qui existent encore vont pas pouvoir être électriques, ne serait-ce que parce que monter le kit, ça a un coût qui est pas négligeable. C'est réellement, à la limite, je dirais presque le collectionneur de R5 en a déjà une ou deux un peu rares. Il va en avoir une troisième pour pouvoir continuer à rouler au quotidien en véhicule électrique, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, en tout cas nous dans la niche rétrofit qu'on occupe sur les voitures anciennes. Le frein aujourd'hui, c'est encore le coût. On doit vraiment travailler là-dessus et c'est en multipliant les projets qu'on va baisser nos coûts et être c'est plus combien à peu près? Ça coûte combien aujourd'hui? En gros, un kit de 2 chevaux, qui est le kit le plus simple qu'on avait fait en premier, on est aux alentours de 13 000 €. Et là, et sur la R5, on est à partir de 15 900 € parce qu'on a un kit un petit peu plus complexe. Il y a plus de puissance. On a un moteur électrique refroidi par eau. On a dû rajouter une assistance de freinage électrique. Enfin, il y a un petit peu plus de matériel et de complexité. Mais donc, l'accueil des clients, c'est qu'ils trouvent ça génial. Mais le prix est encore un frein important. On manque encore en plus de support type bonus sur ces montages-là. Donc c'est vrai que c'est le travail qu'on doit mener dans les prochains mois, c'est d'arriver à
abaisser le prix de vente de ces kits. Mais pour répondre à la clientèle type, on a effectivement des gens qui sont multipossesseurs, qui se disent tiens, je vais en faire une électrique pour mon quotidien. Mais on a aussi des gens qui avaient ces voitures-là au fond d'une grange en disant bah non, mais en thermique ça m'intéresse pas, c'est pas fiable, est-ce que ça va démarrer le matin quand je vais m'en servir? Et le fait de la pouvoir basculer en électrique, il y a une dimension écologique, mais il y a surtout une dimension de praticité et de fiabilité qui est associée à l'électrique pour ces gens-là. D'accord. Je parlais au moment du lancement de l'émission de ce qu'on... Alors c'est un mot qu'on connaît pas bien, à part pour ceux qui regardent les émissions américaines, qui s'appelle le resto mode. Vous allez arriver, en plus sur ces conversions à l'électrique, au resto mode. Alors, what is it? Resto mode, c'est pas qu'on va aller au restaurant parce que c'est la mode, hein, ça n'a rien à voir. C'est une forme de restauration qui modernise... Stéphane, vous me dites si je me trompe, hein, qui modernise un véhicule ancien avec des technologies récentes. Voilà. D'accord, ok. Mais j'aurais pas fait mieux. Ben voilà. Bon, un point pour Jean-Luc. Donc, alors, alors, je vais parler clairement, sur les vieilles bagnoles, par exemple, les compteurs de vitesse. Bon, on prend notre R5, là. On la transforme, on met un... R5 ou Super 5? On a les deux réunis, là? Ah, je sais pas, faut poser la question. C'est une question de notre ami Alphonse sur Facebook. Ouais, R5 ou Super 5? On est sur les R5, vous savez, c'est des homologations par type en France. Ouais. Donc là, on est sur R5 TL, R5 GTL. On a pris les plus répandus dans le parc, mais vous savez, on est sur 2 ou 3 types de la R5. Donc on couvre de mémoire 65% du parc de la R5. D'accord. Alors, je prends un exemple que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune. Bon, il n'y avait pas les radars automatiques, mais j'avais une vieille 2 chevaux et le compteur m'indiquait la vitesse à plus ou moins 10 km/h. Donc on peut être tenté, quand on modifie sa R5 et qu'on la passe en électrique, de changer aussi le système d'affichage, déjà pour avoir l'affichage de l'autonomie restante, c'est important, et puis avoir un compteur de vitesse beaucoup plus fiable. Et vous avez travaillé sur ça, je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose qu'on présente ici à Epoch Auto. On a des clients aujourd'hui, quand ils modernisent leur voiture en la convertissant en électrique, ils ont envie aussi de moderniser leur tableau de bord, de même avoir de la connectivité. Donc ils apportent tout ça dans leur demande. Et on a pris en compte cette demande il y a maintenant un petit peu moins de 18 mois. Et on a travaillé avec une entreprise allemande qui s'appelle Incari, qui travaille ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, les IHM, et pour simplifier justement l'arrivée de ces écrans digitaux dans des voitures déjà existantes. Et donc on a créé une interface qui permet à la fois d'avoir devant vous votre bon vieux le design de votre bon vieux tableau de bord, mais de façon beaucoup plus lisible, en y ajoutant des informations pratiques. Alors quand c'est en électrique, le niveau de charge de la batterie, l'autonomie restante. Si il y a des alertes à faire apparaître, on peut les faire apparaître de façon claire, mais l'heure, la température extérieure, des petits plus. Et puis si le client a envie de se faire plaisir, on a prévu avec des designers d'aller lui proposer, en fonction de son humeur du matin, de changer le visuel de son compteur en face de lui et dire tiens, je veux un compteur un peu plus moderne. Donc on s'est inspiré un peu du patrimoine des marques. On a notamment, pour citer Renault, on avait la R11 électronique qui était les premiers tableaux de bord électroniques avec ces gros chiffres digitaux qui sont, je dirais, très caractéristiques. Et donc on a développé une version qui présente ce type d'affichage. Donc on peut mettre ça sur n'importe quelle voiture. Elle n'est pas obligée d'être rétrofitée en électrique. On est d'accord. Exactement. Au départ, on l'a fait pour les véhicules électriques. Et puis comme on a un véhicule électrique, on a une gestion électronique, on a un boîtier CAN, donc c'était simple. Et on a créé justement un boîtier d'interface qui va permettre de convertir les signaux par impulsion en signaux électroniques. Donc on va avoir ce petit boîtier qui va nous permettre d'avoir ces tableaux de bord sur les véhicules thermiques également. J'ai une dernière question. De toute façon, si la R5 est un peu abîmée, on le fait pas. Parce qu'on sait très bien, on a vu avec la 106 qu'il y a des problèmes de rouille sur certaines générations. On est d'accord que vous rétrofitez pas toutes les voitures selon l'état dans lequel elles sont, en fait. Exactement. C'est un principe légal, c'est-à-dire que dans l'arrêté, on doit s'assurer du bon état du véhicule avant de le rétrofiter. Mais dans le cas de la R5, c'est des parcs roulants qui sont un peu plus faibles que ceux de la 4L, par exemple. Par contre, c'est des véhicules qui ont été très bien maintenus. Là, les premières voitures qu'on voit arriver, elles sont en très bon état. Les gens en ont pris soin. Super. Merci beaucoup. Et puis on pourra aussi voir une Burton full black. Alors je vous dis pas ce que c'est. On va dire c'est un roadster de chevaux sur votre stand. D'accord. On dira rien d'autre. Voilà. On en profite rapidement parce que moi je voudrais, puisque vous êtes à Lyon et que Epoch Auto se passe à Lyon, vous savez que Lyon est vraiment devenu depuis la rentrée de septembre la capitale européenne, voire mondiale de la voiture. Il y a eu le salon de l'auto et il y a eu Équipe Auto et ce sont deux femmes
femmes qui ont été élues femmes de l'année 2023. C'est Anne-Marie Besner, qui est la directrice du salon de l'auto de Lyon, et Aurélie Jouve, qui est la directrice de Équipe Auto, qui ont reçu le grand prix Femmes de l'année par l'association Wave. Voilà, qui ont été distinguées. On essaiera de les faire venir. Bravo les filles. C'est mes copines. Ah bah voilà. C'est mes copines. Non, mais vraiment bravo les nanas. Je mettrai une perruque et puis je m'inviterai à cette émission. Non, mais vous viendrez parce que spéciale femme. Ensemble, on est toujours très très bien. Voilà, on partage. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Salut Stéphane bon Bimez. Vas-y, allez, merci, bon week-end. Directeur général de Airfit et du Méhari Club de Cassis. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et pour rappeler également l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire pour prendre rendez-vous et passer dans notre émission, l'adresse mail c'est jeparticipe@sudradio.fr, jeparticipe@sudradio.fr, et vous mettez bien on parle auto dans le mail. Tiens, d'ailleurs, je vais voir si vous nous avez écrit ce matin, parce que vous nous écrivez aussi pendant l'émission, c'est très bien. Et pensez à laisser votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Surtout si en plus il est anglais, le numéro de téléphone. Bonjour Eric. Ah non, si c'est Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour. En Angleterre, vous êtes où, vous? Je suis au nord de Londres. D'accord. Et vous écoutez On parle auto sur podcast et compagnie ou en direct? En podcast, souvent dans le métro le matin. Voilà, bon, muy bien, comme on dit au sud de Londres. Non. Au nord de Londres, pardon. Muy bien. Ok. On vous écoute. Alors, j'aurais deux questions. Donc, habitant en Angleterre, j'ai la chance de posséder en voiture de loisir une Nissan Figaro. Ah, génial. C'est une voiture que j'adore. Alors, je vais laisser 10 secondes à Laurence pour qu'elle tape sur son ordinateur, qu'elle voit à quoi ça ressemble une Nissan Figaro. C'est une petite voiture. C'est une petite voiture japonaise qui a été créée vraiment. C'est ce qu'on appelle les K-Cars, qui a un look des années 50. Et c'est génial. On demandera à Sylvain Resser qui bosse au Figaro s'il a une Nissan Figaro. Mais, alors, surtout, gardez-la. On va demander à Bastien s'il peut la mettre sur la page Facebook s'il la trouve. C'est super joli. Surtout, gardez-la cette voiture parce que aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui circulent en France et on se les arrache dès qu'elles sont en vente en occasion. Alors c'est forcément de l'occasion. C'est une voiture du début des années 90. Elle est de quelle année la vôtre? Elle est de 90. C'est produit 90. 90-91. Quelle couleur elle est la vôtre? Vous la gardez, elles sont bicolores en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Elles sont. Alors il y a eu 4 couleurs. La vôtre, ouais. La mienne est bleue, donc qui correspond à l'été, puisque chaque couleur correspond à une saison. Le vert pour le printemps, le marron pour l'automne et le gris pour l'hiver. Ouais, en plus c'était hyper fiable, alors donc vous pouvez la garder. Et donc, alors ce que vous voulez faire, c'est revenir en France, c'est ça? Oui, je serai amené à revenir en France et je tiens beaucoup à cette voiture. Et donc je voudrais la garder. Je vais tout faire pour la garder. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez 91, vous pouvez l'immatriculer en véhicule de collection. Donc c'est facile. Vous demandez à la FFVE. Alors vous allez voir. Alors c'est un peu plus contraignant qu'avant pour faire le dossier FFVE parce que il faut faire des photos de la voiture avec un journal pour qu'on ait une preuve. Parce que quand vous envoyez des photos, les photos elles peuvent avoir 15 ans. Donc entre temps la voiture peut avoir été modifiée. Donc là vous prenez un journal avec une date de parution dessus que vous allez photographier et ensuite vous posez ce journal sur les autres photos que vous allez faire de la voiture. On va vous demander de la faire de face, de côté, le moteur, etc. Vous envoyez votre dossier complet. Même s'il habite en Angleterre, même non, mais quand il va revenir en France, ça, faut attendre d'être revenu. En France, il est obligé, il peut pas garder son immatriculation anglaise pour circuler plus de 6 mois en France. Donc il faudra qu'il change l'IMAT. Vous avez tout intérêt à la passer en véhicule de collection. Ça vous y évitera de passer tous les 2 ans au contrôle technique. Ça sera 5 ans. Pour moi, la carte grise de collection, elle a plus d'avantages que d'inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas travailler avec votre véhicule à partir du moment où il est classé véhicule de collection. C'est du patrimoine, donc on ne travaille pas avec du patrimoine. C'est le seul défaut. Donc vous verrez, c'est relativement simple de faire ce dossier. La durée de traitement, ça doit être environ 3 semaines. Donc vous aurez une IMAT française absolument sans problème. D'accord, parce que c'est un modèle qui a jamais été immatriculé en France, donc j'aurais pas de certificat de conformité. Non, mais il y a aucun souci. Avec la FFVE, il y a aucun souci. Vous aurez une attestation FFVE. C'est le gros avantage, c'est qu'on peut immatriculer des véhicules qui n'ont jamais été homologués en France en carte grise collection. Il n'y a pas de problème. Vous aviez une deuxième question, Eric? Non, juste pour continuer celle-ci, je serai amené à faire un contrôle technique, je pense. Oui. Et vu que c'est une voiture anglaise, en général, je sais que les phares sont pas les mêmes, etc. Non, vous changez rien. La préparer. D'accord. Vous changez rien.
Rien. Bon, très bien. Et la deuxième question, c'est, je me pose la question d'acheter une Z3. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup en Angleterre, à un prix vraiment abordable, et que j'adore cette voiture. Et est-ce qu'il sera possible de l'immatriculer, sachant que ça sera pas une collection, parce qu'elle n'aura pas moins de 30 ans. Bah oui. Et avec conduite de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, il y a rien qui interdit de conduire en France avec un volant à droite, hein. Il y a aucune réglementation qui dit vous devez avoir le volant à gauche, hein. Il y a plein de voitures qui circulent avec toute façon, la Figaro n'a été produite qu'avec le volant à droite, donc vous trouverez pas de Figaro avec le volant à gauche. Mais vous pouvez sans problème. Alors, si vous avez besoin, la voiture est immatriculée en Angleterre, celle que vous allez acheter. Oui, tout à fait. Oui, bon, normalement, vu que c'est pas un véhicule neuf, parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le Brexit. C'est vrai que ça a changé depuis le Brexit. C'est l'enfer. Bon, maintenant, si la voiture a été immatriculée en Angleterre avant le Brexit, elle a ce qu'on appelle une homologation européenne. Et avec cette homologation européenne, vous pouvez parfaitement immatriculer la voiture en France. Bon, en plus, vous avez mes coordonnées. Donc, si ça vous pose un problème, j'étais avec les gens de BMW la semaine dernière. Ils ont un département homologation qui est assez performant. Si ça vous pose un souci, je vous aurai une attestation de constructeur. Voilà. Donc, vous demandez, Jean-Luc. Voilà. Mais normalement, ça doit passer. Faites bien attention que la voiture ait été immatriculée en Angleterre avant la date du Brexit. Bon, voilà. Eric, merci beaucoup. On va devoir vous laisser continuer de vivre une belle journée à Londres et en Angleterre. Et puis la suite des événements, évidemment, en restant en contact avec l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. Je rappelle le mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées. Allez, on vous embrasse. Dans quelques instants, c'est le retour de l'info. Et nous, on continue. On parle auto juste après. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure. Soyez prudents si vous prenez la route, parce que vous savez, ça y est, on est vraiment les pieds dans un automne malheureusement très pluvieux, donc les routes sont quand même bien chargées. C'est vraiment le moment de faire attention aussi à sa conduite, sur des routes où il y a des feuilles mouillées, l'ami Jean-Luc, ça peut glisser fort, tout ça aussi, en termes de prudence. Oui, j'ai fait des essais cette semaine là, et on voit vraiment le changement. La route était trempée et il y avait quelques petites feuilles mortes. Ouais, faut faire vraiment attention. Allez, on va continuer évidemment spécial époque auto et puis spécial voiture de collection. Nous allons avoir le bonheur de recevoir Sylvain Resser, qui est journaliste au Figaro et auteur d'un livre qui s'appelle Les 1000 vies de Fangio. Ce sera aux alentours de 12h20, 12h24. Mais juste avant, on va parler pneus. On va parler d'un mariage interdit. Ah, lequel? Vous et moi? Ouais, le mariage interdit, tubeless, chambre à air. Alors, qui fait la chambre à air, qui fait le tubeless? Ah non. Ouais, faut faire chambre séparée en fait, quand on a un tubeless ou quand voilà. Mais si tu me laisses pas, ça va. Pardon. Donc on va parler de ça également. On va parler aussi de laver et faire briller sa voiture de collection en même temps. Mais ça marche pas pour ma voiture qui est pas de collection? Si, ça marche très bien pour la voiture qui est pas de collection. Mais on remarque que alors ça, je vais pouvoir en parler vraiment en tant que connaisseur. En général, on a une voiture de tous les jours qui est dégueulasse et on ne supporte pas le moindre moustique sur une voiture de collection. Il faut qu'elle soit propre, brillante, rutilante. Ah, je peux le comprendre. Voilà. Et ça prend du temps. Mais il y a des solutions pour gagner du temps. Et c'est de ça qu'on va parler. Voilà, on va évidemment avoir le bonheur de vous parler aussi de la 44e édition du Salon Équipe Auto de Lyon. On va y retourner en direct. Époque Auto. Pardon, Époque Auto. Décidément, moi, c'est tout se mélange dans ma tête ce matin. On va éteindre Laurence, on va la redémarrer parce que je pense qu'il y a un bug en fait. Il y a un bug. On va en parler avec le commissaire général d'Époque Auto. Et puis, ça sonne. Oui, non, il n'y a personne au numéro demandé, Bastien. Et puis vous continuez de nous appeler évidemment. On parle auto, c'est votre rendez-vous. 0826 300 300. Jordan vous attend au standard. Vous nous écrivez évidemment, je participe @sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet du mail. Sud Radio, on parle auto. Et on va parler auto avec Eric Bernisson, qui est le DG de Vulcanet. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Eric. Laver et faire briller sa voiture. Bonjour Laurence. Vous avez réussi à résoudre la quadrature du cercle. Mais expliquez-nous d'abord ce que c'est que Vulcanet. Comme tu viens de dire, c'est la quadrature du cercle. En clair, sur un textile blanc, j'ai posé tous les produits pour nettoyer une voiture ou une moto, que ce soit l'extérieur, l'intérieur, les moquettes, les vitres, le tableau de bord. L'extérieur pour nettoyer les jantes, en même temps nettoyer les moustiques, enlever le goudron. Bref, c'est
c'est le couteau suisse pour tout faire. Alors attends, on va revenir sur la... Attendez, on revient sur l'origine de la question. Je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que, en gros, là c'est une lingette. Hein, c'est pour ça que vous. Vulcanet, c'est une lingette. C'est une lingette avec un produit dessus qui fait tout. Avec plusieurs produits, mais ça fait tout. Ça lave, ça fait briller, ça fait la vaisselle. Non, mais là, attendez, parce que là, vous êtes en train de me rappeler mes grandes années où j'étais animatrice sur M6 Boutique. Là, j'ai l'impression de refaire le téléachat, là, les gars. C'est terrible, et c'est exactement ce que je veux pas faire. Ici, si tu veux, les gens qui utilisent Vulcanet, ce sont nos meilleurs commerciaux. Il faut voir sur le stand le nombre de gens qui viennent nous voir, qui chaque année rachètent le produit, puisque tu consommes grosso modo une boîte de Vulcanet par an pour tenir ton véhicule neuf, que ce soit l'extérieur mais aussi l'intérieur. Oui, mais moi ce que je comprends pas, Eric, c'est que pour laver, c'est des produits différents, pour faire briller, c'est des produits différents. Comment on n'enlève pas une trace de calcaire comme on enlève de l'oxydation. Les moustiques. Voilà, les moustiques, c'est pas la même chose. Comment c'est possible de mettre tout Qu'est-ce que vous aviez fait avancer? En fait, il y a des extraterrestres qui sont descendus, qui vous ont dit tiens, la formule c'est ça, ou vous avez cherché pendant longtemps? J'ai cherché pendant un sacré bout de temps. Ça a duré 2 ans. 2 ans sur lesquels j'ai passé un temps fou. Il y a eu peut-être 2-3 000 essais. On a fait en tout. Ah oui, quand même. J'ai laissé, même physiquement, j'ai laissé pas mal de mois. Jusqu'au jour où, plaf, ça s'est mis à marcher. Et là, tout le monde a été halluciné. Et on s'est dit, hop, on a quelque chose dans les doigts, c'est exceptionnel. D'accord. Et ça a démarré comme ça. Et petit à petit, de bouche à oreille, Vulcanet, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le produit numéro 1 de chez tous les passionnés, avec un gros marché aujourd'hui qu'on débute, c'est les taxis. D'accord. Qui eux ont besoin d'avoir un produit qui soit mobile, qu'on amène partout pour laver sans eau, la moquette, les sièges, avec la même lingette sans la jeter. D'accord. Vous avez eu, alors pour dire simplement que vous n'êtes pas un camelot, vous avez eu le prix de l'innovation en mars 2008, c'est quand même important. C'est pas un prix qu'on décerne à n'importe qui. Et puis surtout, Jean-Luc, on a été à l'époque, on a été élu le meilleur produit à Las Vegas. Alors je fais une petite parenthèse tous les deux, c'est que quand on va sur les foires de Paris ou les foires de Bordeaux, il y a des camelots qui ont des produits de très bonne qualité. Le mot camelot, c'est le mot vendeur, c'est un mot qui veut dire vendeur. Attention. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Hein. Nous, on ne fait pas du tout ça. Moi, si tu viens sur un salon, tu verras que les gens regardent le produit, utilisent le produit et se le vendent entre eux. Nous, c'est pas du tout une vente où on met le pied dans la porte, où on explique au type si achète. Non, c'est les clients qui trouvent le produit parfait et qui se le recommandent les uns aux autres. Il va falloir nous en envoyer un. Alors donc ça lave. Ça m'étonne un peu parce que j'ai fait une émission avec vous et ils devaient tous en prendre et personne ne m'a appelé. Alors, qui ça tous? Qui c'est qu'il y avait je retrouverai la dernière fois que je suis passé sur Sud Radio, ils étaient tous emballés. Ah, mais c'était pas nous, hein. Non. Et en plus, je les ai pas revus. Moi, Eric, j'ai 12 voitures de collection, donc je suis en permanence justement en train de chercher des produits qui me permettent de gagner du temps. Et combien ça pour coûte? Les nettoyer. Alors c'est ça. On les trouve où ces produits? Combien ça coûte? Et ça se présente comment? C'est des petites boîtes? C'est quoi? Non, je vais t'expliquer. Alors tu le trouves sur Internet. Tu as notre site Internet où tu peux acheter Vulcanet. Mais après, tu le trouves aussi dans les grandes enseignes, Noroto, Feu Vert, Leclerc Auto, tu le retrouves aussi dans ces enseignes-là. Comment ça se présente? C'est une boîte verticale d'1,8 kg dans laquelle tu as un rouleau avec les lingettes blanches qui sont imprégnées de tous les produits. Tu sors une lingette, tu la prends dans la main, et une fois que tu as la lingette Vulcanet dans la main, tu as tous les produits sur la main, ils vont se séparer les uns en fonction de la saleté qu'ils vont toucher. Et une fois que c'est lisse et propre, tu prends la microfibre grise et tu fais durcir l'ensemble pour protéger le véhicule et tu nettoies avec les moquettes, le cuir, strictement tout. C'est terrible de parler de ce produit-là parce que c'est comme si quelqu'un dit avec le dentifrice tu vas te nettoyer les pieds, te doucher, nettoyer les fenêtres. C'est terrible. C'est pour ça, c'est toujours désolé. Ça paraît incroyable. Non, mais c'est vrai que ça paraît énorme. Ça repeint pas les voitures. Après, t'as des grandes enseignes qui le vendent, donc il y a quand même, à mon avis, de la qualité qui est là aussi, quoi. Tu sais, il y a des enseignes qui nous prennent chaque année parce qu'on est le seul produit où ils n'ont aucun retour. Négatif, aucun retour négatif. Non, aucun retour. C'est-à-dire, il y a 100% de réussite. Oui. Et puis, il y a une information, je vais vous donner un peu en exclusivité. Et puis, on va conclure là-dessus. C'est que. Parce que là, on a fait une pub, il va falloir payer, mon gars. Ça va déjà me coûter 2 boîtes de Vulcanet. Non, fais pas ça pour ça, Eric. Mais non, fais pas ça pour ça. Vite.
Dis-moi donc, depuis cette année, pour des raisons d'économie d'eau, pour des raisons de praticité, on est fiers de fournir le garage de l'Élysée. Ah oui, ça c'était une info importante. Pour tout le monde. Je sais que j'ai pas encore l'accord du service com de l'Élysée, mais comme c'est dans le bon sens, mais nous on parle vrai, voilà. Non, mais et puis Eric, vous êtes évidemment sur Époque Auto, donc ceux qui veulent, qui nous écoutent et qui veulent voir votre produit, vous êtes sur quel stand exactement? On est au 6. D'accord, on est aussi. Mais il y a un monde de fous, si vous voulez venir, venez dimanche. Ouais, mais ça va faire un peu loin. C'est le plus beau salon. On est d'accord. Non, mais franchement, Lyon, c'est vraiment bien fait et c'est GL Evans qui organise tout ça, c'est magnifique. Allez, on vous embrasse, Eric, et ne changez rien. Vous êtes exceptionnel. À bientôt, je pense. DG de Vulcanette. Il nettoie bien tout, lui. Non, franchement, c'est top. Allez, on va parler de pneus tubeless et de chambre à air dans quelques instants sur Sud Radio. Dans On parle auto, restez bien en notre compagnie. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes au bon endroit. Alors restez bien avec nous, car si vous aimez Fangio, dans quelques minutes, on va parler des 1000 vies de Fangio. Mais vous avez une invitation à nous faire. On va parler de chambre et de mariage interdit, mais vous n'écoutez pas Brigitte Lahaye pour autant. On est avec Bruno Coué, responsable marketing de Michelin Pneus Collection. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et vous êtes aussi à Époque Auto. Tout le monde est à Époque Auto aujourd'hui. C'est le rendez-vous. Et je ne peux que confirmer ce que vous disait votre interlocuteur de chez Vulcanette. Il y a un monde, mais fou. Ouais, c'est vraiment un succès énorme. Et en plus, aujourd'hui, il fait beau, donc profitez-en. Alors, c'est quoi cette histoire de tubeless et de chambre à air Alors, à part les pneus qui sont spécifiques aux ancêtres, c'est vraiment les très vieilles voitures. C'est les pneus en bois. C'est pas vraiment en bois. Bruno va nous dire comment ils les font, mais tous les pneus qu'on trouve aujourd'hui sont ce qu'on appelle des pneus tubeless. Alors, pour ceux qui ne speak pas le English, tubeless, ça veut dire quoi, Bruno? Alors, ça veut dire que la chambre est incorporée à l'intérieur du pneumatique, dans le liner interne du pneumatique, et assure donc son étanchéité sans avoir besoin d'une chambre à air, comme il était de tradition jusque, je dirais, dans les débuts des années 70. Donc, Jean-Luc, vous avez raison, tous les pneus pour voitures modernes sont désormais tubeless, mais malgré tout, Michelin Collection continue à faire des pneus tube-type, c'est-à-dire avec nécessité de mettre une chambre à air, pour les voitures dont on a la certitude que les roues sont encore tube-type, c'est-à-dire qu'ils nécessitent de mettre une chambre à air pour assurer l'étanchéité. Bon, alors, je vais résumer pour ceux qui sont déjà largués. Je vois Laurence, je vois dans son regard déjà qu'il y a un peu de vide. Désolé. Voilà. Pas du vide dans mon regard, jamais. Des questions, beaucoup. Très ancienne voiture, donc des pneus avec chambre à air, une jante adaptée pour le pneu avec chambre à air, et je mets la chambre à air adaptée dedans. Maintenant, ce qui va poser un problème, c'est les voitures qui étaient dans la transition, les années 50, 60, 70, enfin plus 60, 70, plus 60, 70, oui, tout à fait. Au moment où le pneu sans chambre est arrivé, on va l'appeler sans chambre, hein. Le pauvre, il est arrivé trop tard, c'était plein. Alors donc, je peux dire quelque chose. Jamais je pensais dans ma vie de femme de radio rencontrer un homme qui me parle de pneus comme vous en parlez, Jean-Luc Moreau. Vous êtes incroyable. Le mec sait tout sur les voitures, y compris les pneus. Il est dingue. On n'a pas parlé de boudin, hein, donc. On n'oserait pas. Voilà. On n'oserait pas. Donc, dans les années 60-70, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des voitures. Alors moi, j'ai des exemples, hein, j'en possède, qui sont sortis avec des pneus qui étaient non tubeless, donc avec des chambres à air, qui ont conservé les jantes d'origine. Alors si on avait des jantes à rayons, c'est dommage si elles sont en bon état d'être obligé de les changer. Et là, on fait quoi? Est-ce que je peux monter une chambre à air dans un pneu tubeless sur une jante qui n'est pas tubeless? C'est compliqué. Hein. La question semble compliquée. C'est compliqué, mais c'est important. C'est un problème de sécurité. Très souvent. Même les marchands de pneus, parfois, ont oublié la raison et la justification. La réponse, Jean-Luc, est oui. Et qui va diriger le fait de devoir mettre une chambre à air ou pas? Eh bien, c'est la jante. Ce n'est pas le pneu, c'est la jante. Ah, mais la jante, c'est toujours ça, la jante féminine. C'est la jante dame, oui. La jante féminine. On dit la jante, en effet. Donc, si la jante est tube-type, il faut obligatoirement mettre une chambre à air, même si le pneu est tubeless. Et je voudrais répéter cela, même si le pneu est marqué tubeless, si la jante est tube-type, il faut mettre une chambre à air. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on identifie une chambre à air tube-type? Voilà.
Voilà, c'est comment est-ce qu'on identifie une jante? Les Athéniens s'atteignirent et que la complexité peut être là. En fait, une jante tube type n'a pas de rebord anti-déjantage appelé hump. Ils sont, un petit bosselage intérieur qui empêche de se mettre immédiatement à plat quand il y a une crevaison. D'accord. Alors, comment reconnaître ces humps? Eh bien, c'est assez simple. Quand vous avez une roue tôle, la plupart du temps, de l'extérieur, vous avez identifié donc une rainure circonférentielle en creux. D'accord. Qui manifeste la présence de ce hump, de cet épaulement de sécurité. Et donc là, on a une jante tubeless. Auquel cas, si on y associe un pneu tubeless, pas besoin de mettre une chambre à air. Par contre, si vous n'avez pas en visibilité ce petit creux sur les jantes tôle, eh bien là, il faudra obligatoirement mettre une chambre. Voilà, exactement. Bruno Coué, quand même vous qui êtes responsable marketing Michelin pour les pneus de collection, vous êtes un peu gonflé de nous expliquer tout ça. C'est pas évident à suivre en fait. C'est pas facile. Moi, je me mets à la place de ceux qui écoutent l'émission. C'est pas simple en fait. Mais non, je sais, ce n'est pas simple. C'est pour ça que les spécialistes du pneu devraient être en mesure d'expliquer cela quand la voiture vient à l'atelier directement sur place, parce que Laurence, je parlais de jante tôle, mais jante alliage, là souvent le petit rebord n'est pas visible de l'extérieur, donc il convient de démonter le pneumatique et de voir à l'intérieur s'il n'y a pas un ou deux rebords anti-déjantage. Je répète, donc s'il y a un rebord anti-déjantage, c'est que c'est une roue tubeless, donc il faudra mettre un pneu tubeless et pas besoin d'investir dans les chambres à air. Si par contre il n'y a pas de rebord anti-déjantage, eh bien cette fois il faudra mettre un pneu tubeless ou tube type et une chambre à air. Et une chambre à air adaptée à la taille du pneumatique. À la taille, tout à fait. Voilà. C'est pourquoi sur le site Michelin Classique, donc nous indiquons toujours au bout de la ligne des pneumatiques la chambre à air référencée qui va correspondre parfaitement à la dimension du pneu. Bon, on a beaucoup rigolé, mais là c'est un problème de sécurité. Non, ça fait quoi si par exemple je mets une chambre à air dans un pneu tubeless sur une jambe tubeless? Il y a un risque? Alors, en fait, oui, il y a quand même un risque. Je pense qu'il n'est pas très élevé, mais il y a un risque quand même, parce qu'il peut y avoir le frottement de ces petits rebords de sécurité, les humps, sur la chambre à air qui peut entraîner un éclatement. Bon, en général, les humps ne sont pas très importants en termes de débordement, mais il y a quand même certaines roues où ils le sont plus que d'autres. Donc, mais en fait, c'est très simple. Si la jante est tubeless, on maintient un montage tubeless. Ok. Voilà, pour les voitures de collection, super. Merci Bruno. Mais je vous en prie. Comme ça, on va être bien monté. Et puis merci surtout d'avoir expliqué tout ça aux déjantés que nous sommes. Parce que... et le dernier message, c'est que quand vous changez les pneus, surtout changez les chambres à air, parce que souvent les chambres ont un âge très élevé et la porosité, les craquements, tout ça viendra d'une chambre à air trop ancienne. Super. Donc, j'ai pas tout compris, mais ça va. Bien désolé. Si, j'ai tout compris, vous inquiétez pas, je vous taquine. Et puis vraiment, beaucoup aussi ont compris sur la page Facebook. Il y a Alphonse qui dit gentiment, vous inquiétez pas, Laurence, nous on comprend, et c'est bien le principal pour les collectionneurs. Moi, je collectionne les bonnes blagues et les bons animateurs d'époque. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'animateurs ou de journalistes de l'époque, dans quelques instants, on va retrouver Sylvain Resser, qui, au-delà d'être un journaliste émérite de voiture, est un ami. Donc, moi, je l'annonce maintenant. On parle vrai sur Sud Radio, et on va parler là d'époque aussi avec les 1000 vies de Fangio. Merci beaucoup Eric. Merci Eric. Bruno est parti. Bruno, c'est vrai qu'on avait que des Eric avant. Bonne fin de journée. Venez à Époque Auto qui est un salon merveilleux. À Lyon. Allez, on vous laisse. Bon salon. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et dans quelques minutes, on va du côté de Lyon, où on est beaucoup pendant l'émission, avec le commissaire général d'Époque Auto. Vous savez que le salon se tient jusqu'à demain. Voilà. Mais pour l'heure, on va parler d'un grand monsieur d'histoire du sport automobile mondial. Un des plus grands, même si notre réalisateur le connaît pas. Bon, voilà. Donc ce soir, il va potasser. Non, il connaît pas. Alors, on reçoit Sylvain Resser, on vous l'a préannoncé. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors toujours Sylvain, journaliste au Figaro, auteur également de pas mal d'ouvrages. On avait parlé d'un gros pavé sur Citroën pour les 100 ans de Citroën. Je voudrais juste faire une parenthèse. Que j'ai fini de lire. Ah super. Je peux faire une parenthèse? Oui. C'est que moi je suis entouré, il manque plus que François A qu'on aura peut-être au téléphone là, dans 3 minutes. Mais là je suis entouré quand même de deux journalistes extrêmement calés, pointus en automobile quoi. Enfin, moi les gars,
chapeau bas quand même. Je dirais combien vous rien. voulez, On peut dire les choses sans être payé. Non, franchement, oui. Alors, on y va sur Fangio, pardon. Bon, Fangio, grand pilote, c'est un nom au moins qu'on connaît. Moi, quand j'étais gamin, quand quelqu'un conduisait vite, on disait ouais, tu fais le Fangio. C'est ça, vrai. Exactement. Comment, Sylvain, vous est venue l'idée d'écrire un livre sur Fangio qui s'appelle Les 1000 vies de Fangio, et c'est aux éditions du Rocher. Exactement. En fait, chaque été au journal, on nous demande d'écrire une série. Et donc, il y a 2 ans, j'ai écrit une série qui a duré une semaine, 6 numéros sur Fangio. Alors, on n'a pas raconté toute sa vie, mais on a raconté des épisodes de sa vie. Et puis, il y a un éditeur qui a lu ses aventures qui sont parues dans le Figaro et qui m'a appelé. Alors, au début, j'avais pas très envie parce que je me suis dit, Fangio, finalement, tout le monde connaît, ou tout le monde a connu, il y a rien à apporter. Puis finalement, il a réussi à me persuader. Et donc voilà, le livre vient de sortir la semaine dernière. Qui a une vie juste extraordinaire. Alors, je fais une petite parenthèse. Moi, je l'ai rencontré à la fin des années 80. Je l'ai rencontré en Argentine. C'était un monsieur qui était d'une gentillesse incroyable, tout en étant un grand champion. En général, on se dit qu'ils vont être inaccessibles, ces gens-là. C'était tout le contraire. C'était quelqu'un d'une simplicité folle. Sa vie, en fait, le destinait pas du tout à être pilote de course, encore moins champion du monde de Formule 1, parce que il a quitté l'école très tôt, il est devenu mécanicien, ça a commencé comme ça. D'où le titre, non, ça fait partie des gens assez incroyables, parce que finalement, rien ne le prédestinait à devenir un pilote de voiture, encore moins un champion du monde, mais il a quand même gagné 5 titres, c'est quand même pas rien. À l'époque en plus. À l'époque où les voitures... Il a gagné le premier championnat du monde de Formule 1 qui s'est appelé championnat du monde de Formule 1 d'ailleurs. Alors il a gagné la 2e saison. La première saison, il a été... Deuxième, je crois. Il a gagné en 51 son premier titre et le championnat a commencé en 1950 et il était en lice pour le titre jusqu'à la dernière épreuve en 50. Donc c'est quand même incroyable. Ce type qui sort de nulle part, du fin fond de l'Argentine, Balcarce, qui était plutôt réputé pour ses pommes de terre que pour le talent des pilotes. Par contre, il a jamais décroché les 24 heures. Non, c'est fou dans son histoire. Il a jamais décroché. Il y a 3 épreuves qu'il a pas réussi à accrocher à son palmarès. C'est les 24 heures du Mans, c'est les 1000 milles et c'est Indianapolis. D'accord. Sinon, on peut dire qu'il a tout gagné. Il a tout gagné, ouais, parce qu'il faisait même en plus, avant d'arriver en Europe pour faire ces championnats-là, il courait en Amérique du Sud, il courait en Argentine puisqu'il est argentin, et il faisait c'était plus du rallye raid, on va appeler ça comme ça, les courses de l'époque. Tu as raison, Jean-Luc, c'était vraiment des épreuves de longue durée, qui duraient 10-12 000 kilomètres. Il traversait la cordillère des Andes, exactement, toute l'Amérique latine. C'était le Dakar avant le Dakar, quoi. Absolument, et puis ça devait être, il devait y avoir des dangers à chaque virage. Enfin, ça devait être quelque chose de dément. Quand il est arrivé en Europe, alors je crois que c'est Enzo Ferrari avait des mots sur lui qui étaient incroyables. Il disait, il sort du virage, les autres sont dans les bottes de paille, lui il est encore au milieu de la piste et il va plus vite que tout le monde. Ça paraissait, c'était un alien en fait au volant. En fait, il avait une maîtrise totale du pilotage. Il faisait pas comme les autres et tous les pilotes vraiment étaient fascinés par sa façon de piloter, à tel point que Moss disait je le suis parce que j'apprends plus en le suivant que qu'en le doublant. Et Jean Debien avait dit, en suivant Fangio, j'ai gagné 3 ans de ma vie en pilotage. Et côté marque, en Ferrari, il a commencé premier titre Alfa Romeo, après Mercedes 2 fois, après Ferrari et Maserati. C'est incroyable. Il n'y a aucun pilote de F1 d'ailleurs qui a gagné. Alors depuis, il a eu 5 titres. Il y en a qu'on fait mieux. Il y a eu 7 titres. Mais il a fallu quand même attendre Schumacher pour qu'il soit rattrapé. C'est-à-dire mais sur 5 marques différentes, personne l'a encore jamais fait. Non, personne n'a jamais égalé encore. Personne n'a égalé. Et dans les statistiques de course aussi, parce que on dit 5 titres, mais il a pratiquement gagné une course sur 2 quand il était en compétition. C'est un truc, ça paraît incroyable. Et alors, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que à l'époque, il y avait 6 grands prix par an. Aujourd'hui, il y en a 20 ou 22. Oui, et à l'époque, la saison commençait, il y a eu des années, ça commençait en Argentine au mois de janvier, mais après, il n'y avait plus rien jusqu'au mois de mai. Alors qu'aujourd'hui, les Grands Prix se succèdent toutes les semaines. Alors, il y avait 6 Grands Prix et dans les bonnes années, il a gagné les 6. Oui. Et puis, alors on dit il gagnait la moitié des Grands Prix, mais surtout il s'est
jamais vraiment blessé, ce qui prouve qu'il était au-dessus, parce qu'il y en a un paquet. Quand on voit la sécurité des Formule 1 dans les années 50 et la sécurité aujourd'hui, on n'avait pas droit à l'erreur du tout. Non, c'est vrai, les voitures étaient extrêmement compliquées à piloter, elles étaient lourdes. Souvent, ils embarquaient 2 réservoirs d'essence. Les voitures étaient vraiment compliquées, les moteurs, les boîtes de vitesse, pas toujours synchronisées. Et les Grands Prix duraient 600 km, c'est-à-dire qu'ils partaient pour un Grand Prix de 3 heures, voire 3 heures et demie. Aujourd'hui, un Grand Prix dure 1 heure et demie. Donc ça doublait, ça durait 2 fois un Grand Prix d'aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il avait une résistance physique supérieure aux autres. Ça, c'est indéniable. Sylvain Resser, ce livre, Les 1000 vies de Fangio, qui est paru aux éditions du Rocher, en l'écrivant, puisque vous disiez au tout début que vous êtes posé la question, refaire un livre, tout avait été dit. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau qui n'avait jamais été dit sur l'histoire de Fangio? Ouais, je trouve c'est le personnage, en fait, c'est l'homme qui est resté finalement assez énigmatique, qui était, comme le disait Jean-Luc, d'une grande gentillesse. Et qui a eu, c'est sa vie privée qui a pas été aussi réussie que sa vie professionnelle. Il semblerait qu'il ait eu des enfants un peu à droite à gauche, et qui depuis ont été officiellement déclarés comme ses enfants. Il a eu effectivement, on le raconte dans le livre, il a eu 3 garçons qui ont été reconnus. Il y en a un avec qui il a vécu à l'époque, mais qu'il a jamais reconnu, et ces 3 enfants, ces 3 garçons qu'il a eu, il les a reconnus et ont été reconnus post-mortem. Ouais. Donc c'est la part d'ombre de Fangio. Ouais. Il y a d'autres petites histoires. Il y a un fait particulier. Son enlèvement. Si je vous demandais juste un fait particulier. C'est l'enlèvement, comme le dit en 1958. Faut imaginer, c'est comme si on enlevait, je sais pas, Max Verstappen ou. Oui, c'est la rockstar de l'époque. C'était la rockstar, et en fait, on commence le livre avec ce fait divers, cet épisode, qui est quand même incroyable. Il se fait kidnapper à Cuba début 58 par les hommes de Castro. Ouais. C'est fou, hein. Et ça se termine comment? Parce qu'on a envie de savoir. Faut lire le livre. Il faut lire le livre. On ne spoil pas. On ne spoil pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sylvain Resser, de nous faire rentrer de nouveau dans la vie de cet homme exceptionnel qui a, de toute façon, à jamais marqué et l'histoire du sport mécanique et l'histoire du sport en général. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a quand même des gens qui disent arrête de te prendre pour Fangio. Et il y a une petite anecdote. Alain Prost était déjà champion du monde de Formule 1, et un soir, il part dîner avec sa femme. Ils avaient un dîner. Ils partent en voiture et ils étaient un peu en retard. Ils roulent un peu vite. Et sa femme dit à Alain, écoute, arrête de te prendre pour Fangio. Alors qu'il était quand même déjà champion du monde. Alors je vous propose, et en plus maintenant Bastien connaît le nom de Fangio. Mais je pense qu'il n'y a pas que Bastien, il y a toute une génération maintenant qui, grâce à On Parle Auto, effectivement, on parle pas des jeunes passionnés d'automobile, ça ils le savent, mais restez avec nous parce que nous allons dans quelques instants aller du côté d'Epoque Auto à Lyon, où l'on va retrouver. Et puis Sylvain y était hier, donc il va rester attaché sur le siège. Et avant-hier. C'est pour ça que je vous invite à rester avec nous. On aura Claude Passot, qui est le commissaire général d'Epoque Auto, et c'est confirmé, on aura François A de Paris, qui est là-bas aussi. C'est dommage. Allez, restez avec nous, c'est encore une belle histoire de copains qui arrive. Et de copines. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Il y a une ambiance dans ce studio pour On Parle Auto, c'est absolument extraordinaire. Alors, juste avant d'aller à Lyon retrouver Epoque Auto, il y a eu beaucoup de réactions sur le livre de Sylvain Resser, notre invité, sur les 1001 vies de Fangio. Je voudrais juste partager, parce que je trouve ça super joli, il y a René qui dit « Je suis une vieille dame qui a vu courir Fangio au Grand Prix de Pau, c'était aux alentours des années 50. Il y avait aussi Sterling Moss. » Et puis on a aussi Stéphane qui dit « Mon papa était aussi avec Fangio ainsi que J.M. Clark. J'ai aucune archive à son grand désespoir et souvent les pilotes se brûlaient les jambes sur les pots. » Enfin, vous avez beaucoup réagi et voilà, c'est ça, On Parle Auto, c'est le partage. On adore. Tiens, on va aller partager l'antenne d'On Parle Auto avec Claude Passot, qui est commissaire général d'Epoque Auto. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. 44e édition du salon Epoque Auto. Je vais pas vous demander si c'est une réussite, parce que déjà depuis le début de l'émission, tous les invités qu'on a et qui sont en direct d'Epoque Auto nous disent il y a un monde de dingue. Oui, je confirme, effectivement, on a sans arrêt des coups de téléphone qui nous disent qu'ils peuvent pas entrer sur les parkings parce qu'ils sont pleins.
Donc voilà, on est effectivement quand même très heureux de voir effectivement un grand engouement par le public. Ouais, alors déjà le côté pratique pour commencer, Époque Auto, bon ça a ouvert hier, c'est jusqu'à demain soir, c'est à Eurexpo. Comment on fait pour y aller, comment on fait pour stationner, combien ça coûte? Moi je peux dire des choses. Après on vous dira ce qu'il y a à voir. Si t'as pas de voiture, le tram dessert Eurexpo, donc n'hésitez pas à prendre le tram, ou au moins vous serez pas galéré. Il y a Lyon-Bron à côté, on peut venir en avion. Oui, mais après, non mais tout ça pour dire que le tram, c'est vraiment bien fait, le tram pour Eurexpo Lyon. Voilà. Oui, tout à fait. C'est effectivement le conseil qu'on donne à tout un chacun qui ont des problèmes. Effectivement, on a fait passer le message sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Ça coûte combien d'aller voir Époque Auto cette année? L'entrée c'est 16 €. Le parking donc en fait est gratuit donc aujourd'hui parce que les parkings sont pleins. Donc gratuité du parking qu'on vient d'apprendre. Donc on va en profiter. Bon alors on peut voir quoi? Vous avez mis l'accent particulièrement sur Peugeot. Oui. Pourquoi Peugeot? C'est le plateau principal. Disons que c'est une tradition dans Époque Auto. On fait donc un plateau, on va dire populaire, un plateau prestige et un plateau avant-guerre. Donc dans le plateau populaire, on a trouvé que Peugeot c'était une bonne idée. Et voilà, donc on a toute la production Peugeot sur le hall 5 et également les voitures de course, de compétition que Peugeot a produit depuis la 404 jusqu'au Mans en fait. On a Sylvain Resser qui est passé sur Époque Auto. Notre espion qui était hier et avant-hier sur Époque Auto. Et qui fait ça. Qui monte le pouce. C'est bien l'expo Peugeot alors? Oui, moi j'ai trouvé, alors déjà j'aime beaucoup la marque Peugeot, mais j'ai trouvé que l'exposition était formidable parce qu'on traverse toutes les époques, toutes les années des Peugeot, il y a tous les modèles, c'est assez représentatif de l'histoire de Peugeot, aussi bien les voitures de route que les voitures de course. Il y a même, comme vous montrez là à l'écran, il y a même des modèles qui ne sont pas sortis parce que ça c'est une 504 cabriolet 505 cabriolet qui était destiné au marché US et qui n'est pas sorti. C'est ça. Moi j'ai trouvé il y avait une très belle berline 104 des années 70. Alors je vais inviter tous ceux qui ont Facebook à regarder sur la page Sud Radio Facebook parce que vous êtes revenus avec il y a plein d'images, tout ça. Et Bastien est en train de nous les passer. Donc en même temps on fait de la radio et on a l'image. Bon, il n'y a pas que Peugeot, il y a également un focus sur Talbot et sur Cadillac. Alors le choix de Talbot et de Cadillac, parce que Peugeot on a compris, le choix de Talbot et Cadillac. Talbot, une marque de prestige qui malheureusement a fini un petit peu en queue de poisson. Voilà. C'est une marque historique, donc française, qu'on met à l'honneur pratiquement tous les ans. L'année prochaine, ça sera Hotchkiss. Voilà, donc en fait, à chaque fois, on a un plateau d'une vingtaine de voitures avant-guerre. Et pour ça, en fait, on est bien aidé par les clubs. Le club Talbot a fait venir effectivement des voitures assez extraordinaires. On a notamment la fameuse goutte d'eau de Figoni, où elle a été produite en 13 exemplaires, si ma mémoire est bonne. Et on en a donc une de chez Vrai, parce que ça a beaucoup été copié, sur le plateau Talbot dans le hall 7. D'accord. Et enfin Cadillac. Alors Cadillac. Le truc, c'est que ça va prendre un peu de place, parce que vous fêtez également l'anniversaire de on la voit à l'antenne là en ce moment, pour ceux qui ont l'image, vous fêtez l'anniversaire de la Twingo. On peut mettre 4 Twingo dans l'encombrement d'une Cadillac 59 pratiquement. Oui, c'est à peu près ça. D'ailleurs, on a fait à l'entrée du salon un petit clin d'œil. On a mis les plus grandes Cadillac qui ont été produites. Et à côté, on a mis une Fiat 500. C'est assez impressionnant. J'aimerais qu'on accueille aussi François Alain, parce qu'il attend... François A. Oui. Je sens sa respiration dans son téléphone. François de Paris, il est là, le monsieur François. Bonjour l'ami François A. Ça va les amis? Très bien, carrément. Qu'est-ce que vous faites à Époque Auto? À part être exposé comme monument historique, vous faites quoi à Époque Auto? Non, on est très triste parce qu'on attendait Laurence pour lui souhaiter son anniversaire. Ouais, c'était avant-hier. Oui. Joyeux anniversaire, ma chère Laurence. Merci, mon François. Non, mais c'est une histoire. Alors, c'est bien, c'est que c'est une émission de copains, mais qu'on diffuse à tous les copains qui écoutent et qui adorent la voiture sur On Parle Auto. Voilà. Merci beaucoup. Je fais pas mes 35 ans. On est super heureux et voilà.
C'est la 44e édition du salon, François. Voilà, en fait, comme Laurence, 44 ans. Quand ça a commencé. Bon, votre avis, vous, ouais. Pour revenir à nos petits moutons, qu'est-ce que vous faites sur Epoque Auto, monsieur François? Rien. Eh bien, comme tous les ans, je viens déjà, pour le plaisir, 2, accessoirement pour participer à des événements ou à différentes choses. Donc, et puis surtout, voir effectivement à chaque fois, comme dans tous ces grands salons-là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des expos tournantes, donc qui ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Donc l'intérêt des salons comme celui-là, c'est de retrouver chaque année des stands qu'on connaît et qu'on vient exprès retrouver, et à l'opposé, voir des choses qu'on ne voit justement pas d'une année sur l'autre. Ouais. Il y a le double intérêt sur ce type de salon. Et Epoque Auto, aujourd'hui, c'est évidemment un salon totalement phare en Europe par rapport à la passion de la voiture ancienne. Donc, comme on parle vrai sur Sud Radio, je vais dire, c'est vrai que Epoque Auto, c'est le 2e salon en fréquentation français qui parle de voitures anciennes, mais si le premier rétromobile à Paris est très élitiste, Epoque Auto, au contraire, est plus dans l'esprit du collectionneur français moyen, et c'est sans doute pour ça qu'il y a de plus en plus de succès. Chaque année, c'est beaucoup plus populaire. Qu'est-ce que les salons Sylvain et François, si je vous demande un modèle qui vous a marqué dans ce que vous avez vu sur Epoque Auto cette année. Sylvain Resser et François. Sylvain, pour commencer. Une des monoplaces de François Sévère, parce qu'il y a un stand chez Elf qui rend hommage à François Sévère qui est disparu il y a 50 ans. Un mot sur François Sévère pour ceux qui connaissent pas. François Sévère, c'était un grand pilote français qui était l'espoir, plus qu'espoir du sport automobile, qui était l'équipier de Jackie Stewart chez Tyrrell, et puis théoriquement il aurait dû devenir champion du monde parce que Jackie Stewart se retirait et il lui laissait la main, et il s'est tué aux essais du Grand Prix des États-Unis en 73. Voilà. Donc, François, un modèle. Sylvain m'a coupé François. le pied. Salut Sylvain. Salut François. Non, il a raison. C'est vrai que le stand Elf avec cette voiture est formidable. Et évidemment, François Sévère, c'était le beau gosse des pilotes de F1 de l'époque. C'était accessoirement, tout le monde ne le sait pas. Moi, j'ai des beaux gosses des journalistes auto là. Mais... Oh, ça c'est gentil. Les 3. C'est le frère de Madame Beltoise, puisque la femme de Jean-Pierre était la sœur de François Sévère, et on retrouve d'ailleurs les très beaux yeux de François Sévère chez les enfants de Jean-Pierre. Donc il y a un lien familial que tout le monde connaît, et puis c'est de soutenir des gens qui étaient tous passionnés par tout ça. Et c'est vrai que cette carrière malheureusement brisée, comme c'est arrivé dans l'histoire de la F1 et du sport automobile, François Sévère était effectivement parti pour être un méga champion. Et donc le fait que Elf rend hommage 50 ans pratiquement jour pour jour après son décès, c'est super, parce que effectivement c'est des affections. Au-delà de ça, au-delà de François Sévère, on a compris qu'il fallait lui rendre hommage. Tout ça. Oui, et non, les mais femmes. une voiture, François, une voiture, une moto, un autobus, parce qu'il y a une expo d'autobus aussi et d'autocars. Oui, Claude aussi, Claude Passot qui est toujours là. Claude après va nous parler des motos. D'accord. Claude parlera des motos après. Dans son salon, c'est clair. Il y a les motos dollars effectivement qui, contrairement à leur nom, sont bien des motos françaises et non pas des motos américaines, contrairement à ce que certains croient. Il y a plein de trucs à voir. C'est même difficile de dire ce qu'on préfère. Il y a les cyclos, les motocyclettes, les 50 cm3, c'est assez incroyable. On retrouve toutes les mobylettes de notre enfance. La bleue. Exactement. La moto vegan, Claude, comment vous arrivez à réunir un plateau comme ça? Bon, j'imagine c'est un an de travail, mais il y a combien de véhicules d'exposés cette année si je mélange voitures, bus et deux roues? Je pense qu'on c'est supérieur à 1000. On a peut-être 1500 véhicules en tout, oui. C'est à peu près ça. D'accord. Joli. Et vous faites appel au club, vous faites comment pour arriver à réunir tout ça? Oui, alors effectivement, on utilise notre réseau donc de connaissances, parce que nous sommes nous-mêmes un club de passionnés de voitures anciennes. Donc on a des relations évidentes avec tous les autres clubs, notamment les clubs de marque, les clubs spécialisés, et ils sont ravis à chaque fois de nous aider pour faire un joli plateau. Et effectivement, pour rassembler 350 cm3, c'est des passionnés effectivement qui collectionnent et viennent nous apporter leur véhicule. Bon, alors, la question qui fâche, entre guillemets, vous avez le soutien des marques ou pas? Il y a des marques qui sont présentes
avec leur département collection. Peugeot, a priori. Oui. Donc on a effectivement l'aventure Peugeot a beaucoup contribué donc à faire le plateau Peugeot. Et puis on a Renault aussi qui systématiquement nous fait un thème. Aujourd'hui c'est la Twingo qui a 30 ans cette année. L'année dernière il y avait une rétrospective sur la Renault 5 et ils jouent le jeu pour effectivement faire le lien un petit peu avec la production actuelle et puis la collection. D'accord. Vous avez aussi un plateau Youngtimer. C'est une grande tendance pour vous, ça ? Ah oui, alors ça d'ailleurs, je suis presque déçu de pas en parler plus que ça, parce que c'est une vraie tendance, et il faut prendre le train quand il est en marche. Et l'année prochaine, je pense qu'on mettra l'accent particulièrement sur les Youngtimers. Claude Passot, je voudrais poser une question, moi, sur le public, c'est-à-dire que on a eu pas mal de car bashing depuis pas mal d'années. Là, a priori, ça s'est un petit peu calmé, mais quoique. Est-ce que vous avez un public aussi qui se rajeunit ? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont aussi passionnés, intéressés, ou ça reste quand même une niche d'une certaine génération ? Non, moi je vois depuis quelques années, c'est depuis qu'on fait qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est en fait ça, et ça se rajeunit de plus en plus. Aujourd'hui, on a un stand de Youngtimer, pas Youngtimer, de YouTuber, pardon. Joli, c'est bon. C'est ça. Qu'on invite. Alors évidemment, eux, les voitures qui collectionnent, c'est pas les mêmes que nos parents, quoi. Voilà. C'est normal. Et puis, oui, on voit quand même une passion pour les jeunes, notamment sur les Youngtimers, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est cool. Voilà, donc tout va bien. La relève est assurée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je pense. Vous attendez combien de personnes jusqu'à demain soir, à peu près ? Écoutez, l'année dernière, on a fait 85 000 en fréquentation. Ouais, 100 000, je pense qu'on a. Non, on n'arrivera pas à 100 000, mais allez, 90, on prend pas beaucoup de risques. Faut y croire. Allez, voilà. Claude Passot, commissaire général d'Epoch Auto, également notre ami François Alain qui est aussi là-bas. On vous embrasse très fort. Profitez bien de ce grand week-end encore de l'amour et de la passion de la voiture de collection. Et merci de nous avoir fait partager ce grand moment. Merci à vous. Merci. Et puis voilà, vraiment, Lyon, c'est la capitale de l'automobile, 2023. C'est le 3e salon qui cartonne. Bravo, après le salon de l'auto et équipe auto. Monsieur Resser, vous restez avec nous ? Allez, on vous emmène jusqu'à la fin de l'émission. Dans quelques instants, on va accueillir Michael pour une question à l'ami Jean-Luc. Quelle auto choisir ? On va voir ça dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Je peux... Michael avec on nous. est tout... Moi je pensais qu'il y avait une publicité qui arrivait. Ça y est, Laurent, c'était parti déjà. Non, je vous ai dit depuis le début de cette émission, il y a quand même un truc qui coince. Michael. Oui, je suis là. Michael, excusez-moi, Michael. Oui, bonjour à tous on les vous deux. écoute. Bonjour. Mais je sais bonjour pas pourquoi. à tous les deux. Merci pour votre émission. On vous écoute, Michael. Et en fait, j'ai besoin de l'aide d'un grand spécialiste de Lexus. Et vu le nombre d'années que je suis Jean-Luc, je sais que c'est un grand spécialiste. En fait, j'ai une Corolla Touring Sport de 184 chevaux de 2019. Et en fait, madame souhaiterait une voiture un peu plus haute. On a été essayer donc le NX 300H en finition F-Sport 2019. Super, vraiment génial. Par contre, j'avais quand même quelques questions. Est-ce que c'est aussi fiable que Toyota? Est-ce que c'est la même technologie? Parce que je vois que le moteur c'est pas le même, c'est un 2,5 litres. Double injection, en fait, c'est un moteur, oui. Alors, est-ce que c'est aussi fiable que Toyota? Non, c'est plus fiable que Toyota puisque c'est la marque de luxe de Toyota. Donc vous imaginez, quand on connaît un peu les ingénieurs japonais et le sérieux avec lequel ils travaillent, ils vont pas vendre une marque de luxe en n'étant pas sûr à 200% de la fiabilité. D'ailleurs, quand Lexus est arrivé sur le marché, ça va nous ramener dans les années 90, le premier modèle qu'ils ont sorti, c'est rare qu'un constructeur sorte un modèle qui d'entrée devient le modèle le plus fiable. À l'époque, la berline qui était la plus fiable, c'était la Mercedes Classe S. Et quand Lexus est arrivé, ils ont ravi la première place et ils l'ont rarement perdu, cette première place. Donc, est-ce que c'est plus fiable que Toyota? Réponse: oui, c'est plus fiable. Maintenant, après, si vous voulez un SUV un peu plus haut, l'avantage dans les Lexus, c'est que vous avez des installations. Alors moi, j'adore, hein. Vous avez des installations audio Mark Levinson qui sont juste extraordinaires. Je vous raconte, tiens, en passant, la petite histoire de Mark Levinson. Quand Lexus a sorti cette première voiture, qui était la voiture la plus silencieuse du monde, le patron de Lexus aux États-Unis avait une chaîne
IFI, Mark Levinson. Mark Levinson, pour ceux qui connaissent pas, c'est le summum du son. Du son. Voilà. Et il avait ça chez lui. Il s'est dit, ce serait chouette qu'on puisse mettre ça dans nos voitures qui sont très silencieuses. Donc il a contacté le PDG de Mark Levinson qui lui a dit, attendez, on fait pas des autoradios, on fait des voitures. Il a dit, d'accord, je vous prête une de nos voitures, vous faites un avis et ensuite vous me direz. Il a roulé effectivement avec cette voiture qui est très silencieuse et il a dit, banco, on étudie un système audio. Bon, entre-temps, après, Mark Levinson a été racheté par le numéro 1 mondial qui s'appelle. Ça va me revenir dans 2 secondes. Voilà. Donc, c'est plus une marque qui fait que du premium, mais les systèmes audio Mark Levinson dans les Lexus, ça reste parmi les, on va dire, 4-5 références pour moi en termes d'audio. Donc l'avantage de s'acheter un Lexus, c'est qu'on peut accéder à ça. C'est tout à l'heure vous me demandiez la fiabilité. Oui, Lexus c'est au-dessus. Après les équipements, oui, Lexus c'est au-dessus. Donc vous grimpez d'un cran de toute façon. Vous allez voir la qualité de fabrication. Même si certaines berlines allemandes peuvent paraître mieux finies, il faut voir la durabilité. Et la durabilité des Lexus, elle est extrême. D'accord. À tel point que les concessionnaires Lexus pleurent beaucoup parce qu'ils vendent les voitures et ils ne revoient plus les clients, qui sont rarement en panne. Alors, il y a d'autres questions également, Mickaël? Oui, en fait, je voulais savoir, parce qu'il a été restylé. En fait, moi, je veux un d'occasion avec un budget de 30 000 maxi. Donc, j'ai vu des modèles, il était restylé, je crois, en 2018. Est-ce qu'on peut aussi prendre un modèle avant 2018 ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier un modèle après 2018? Peu importe le kilométrage, mais même, vous m'avez dit 30 000 euros. 30 000 euros, vous pouvez avoir un RX 450H pack président qui aura peut-être 150 000 km, ce qui va faire peur à plein de gens. 150 000 km, il vient de finir son rodage. Donc voilà. D'accord. Et là, même Sylvain vous a fait les rires, Sylvain. Et là, vous grimpez encore d'un cran, vous passez d'un 4 cylindres 2,5 litres à un moteur V6 avec vraiment des chevaux, avec pour le coup, avec le pack président, avec la Sono Mark Levinson dedans. Donc et la consommation? Parce que c'est beaucoup plus gros, alors c'est plus gros, mais vous faites quoi comme type de trajet? Alors c'est mon épouse et c'est que de la route de campagne. Route de campagne, vous serez... il y a 6 km aller, 6 km retour. En fonction de la chaussure qu'elle aura, ça sera entre 7 litres et 9 litres. Voilà. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir aller au bout des questions. Ça va, je vous dis, regardez un RX 450, regardez pas un NX 300H pour le budget que vous avez, ça passe. Rapidement, parce qu'il me reste à peine une minute avant la fin de l'émission. Mickaël voulait aussi savoir s'il y a possibilité de bioéthanol. Voilà, parce que la Corolla, il fallait un double kit. Est-ce que c'est pareil sur... Alors là, attendez, je vous le dis tout doucement. Voilà. Ouais, vous faites moite-moite, ça roule les doigts dans le nez. Voilà, donc même pas besoin de mettre de rien. Même pas besoin de boîtier. Bon, Mickaël, on vous embrasse très très fort. Vous êtes au top. Ouais. Merci beaucoup. Et on est comme ça. Vous savez quoi, Mickaël, aujourd'hui en plus on est au top et il y avait les potes. Merci beaucoup Sylvain Resser. Merci Laurence, merci Jean-Luc. Si j'avais dit une bêtise, Sylvain m'aurait repris, je voyais qui opinait. Donc on est deux à partager cet avis. Bastien, merci aussi pour la réalisation. Merci à Jordan de vous avoir accueilli sur le Standard. Rendez-vous évidemment cet après-midi, il y a une Vino qui prend la suite dans quelques instants. Et puis à partir de 15h, c'est Sud Radio Rugby avec François Trio et Alexandre Priam et tous les matchs entre autres du top 14. On vous embrasse et on vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Salut l'ami Jean-Luc, à samedi prochain. Samedi, oui.